Hexagone Actualité. De commencer cette audition. Mes chers collègues, Monsieur le Président, nous entendons ce matin Serge Letchimy, président de la collectivité territoriale de Martinique, dans le cadre de la préparation de notre rapport sur l'évolution institutionnelle des Outre-mer. Nous vous remercions vivement, Monsieur le Président, pour votre présence. Nous sommes en train d'achever notre cycle d'audition qui nous a permis de consulter les exécutifs de Saint-Barthélemy, La Réunion, Wallis et Futuna, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, la Guyane, Mayotte et la Guadeloupe. Vous êtes à l'origine de l'appel de Fort-de-France lancé le 17 mai dernier, qui a marqué le paysage politique de ces derniers mois, au point que le Président de la République a lancé le 7 septembre dernier le chantier dit de la refondation des politiques dans les Outre-mer. Nous sommes évidemment très intéressés par le diagnostic de mal-développement structurel que vous portez sur la situation dans votre territoire et plus largement sur celle dans nos Outre-mer. Vous pourrez nous préciser bien évidemment aussi les suites données par le gouvernement et le chef de l'État à l'appel de Fort-de-France. Nous savons aussi que des travaux sont en cours au Congrès des élus de la Martinique et vous nous direz également quelles sont les premières pistes institutionnelles qui s'en dégagent. Je vais donc vous donner la parole, Monsieur le Président, pour un exposé liminaire sur la base du questionnaire qui vous a été adressé au préalable pour préparer cette audition. Et je vous interrogerai ensuite en ma qualité de co-rapporteur avec Micheline Jacques, qui est également co-rapporteur, et puis les collègues qui souhaiteront vous interpeller et en savoir un peu plus. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame. Je retrouve des visages connus, très connus et bien connus. C'est un vrai plaisir de revenir ici et c'est une occasion pour moi de vous donner à la fois mon sentiment, à la fois personnel, parce que je pense qu'il faut bien indiquer que mes convictions personnelles sont présentes, même si nous avons, dans le cadre que nous avons défini, la responsabilité et l'obligation de respect de la pluralité des positions en Martinique ou en Guyane, ou en Guadeloupe, etc. etc. Je voudrais saluer le travail du Sénat, puisque j'ai lu avec attention le dernier rapport, et celui aussi de ma grâce auparavant. Je jalousais toujours le Sénat. Je disais qu'à l'Assemblée nationale, on n'avait pas des moyens aussi importants mis à disposition des groupes pour nous permettre d'avoir des rapports aussi de très grande qualité. Je trouve que les rapports du Sénat, c'est vraiment pas une flatterie, c'est une introduction. Et c'est de très grande qualité. Et j'ai lu aussi le rapport sur la partie maritime, qui est à mon avis excellent aussi. J'ai tout lu et j'attendais à un moment donné puisque c'est toi qui as présidé ce rapport-là, qu'à un moment donné tu abordes la dimension service écologique rendu par l'outre-mer au monde, à la France et à l'Europe. Bon. Et j'ai pas vu ça dedans, ça m'a un petit peu froissé. Donc, on a décidé de continuer le combat en Martinique parce que le service écologique rendu par ces pays, c'est pas seulement de la beauté, c'est pas de l'esthétique, c'est pas que du loisir, c'est pas parce qu'il y a une île en mer et puis de l'eau et puis coco, c'est pas ça du tout. En créole, en français, ça veut dire il y a de l'eau, de la mer, c'est beau. C'est vraiment une richesse écologique et dans le monde qui se présente à nous, ça va être une valeur ajoutée exceptionnelle de stabilisation du monde, tant sur le plan écologique, économique, maritime, mais aussi de la paix. Et c'est très important. Alors, vous m'avez demandé de répondre à quelques questions. J'y vais franchement. En créole, il y a une expression très intéressante qui dit « nous bout ». Catherine pourrait traduire ça très très bien. Je pense, et c'est deux mots très importants, hein, nous bout. C'est court, c'est petit. Ça veut dire, je pense que quand je dis nous, c'est nous. Hein. C'est pas Martinique isolée, c'est y compris Mayotte, y compris tout le monde. Et on est arrivé vraiment au bout du système. Je pense qu'il faut vraiment marquer ça clairement. Et on est arrivé au bout d'un système qui risque de nous conduire face à des murs infranchissables. Et pire que les murs infranchissables qui continuent à exister, c'est surtout des gouffres qui risquent de nous emporter tous dans une relation hybride, incompris, dans un contexte historique identitaire compliqué,
difficiles, où on a vraiment besoin de respirer, d'énergie, tout en étant dans une république qui reste, qu'on le veuille ou non, une république assez conservatrice dans ses principes et dans son organisation, même malgré des évolutions que je vais citer dans un petit moment. Donc on est arrivé au bout d'un système. Ce n'est pas que le système statutaire, parce que je vois qu'on plante le déco sur l'évolution statutaire. Je pense que la mondialisation a un petit peu redéfini les conceptions classiques de l'indépendance, de l'autonomie, de la départementalisation, de la régionalisation. Ça a laminé tout ça en termes de dogme juridique. Donc dès que vous demandez à un juriste de parler politique, je commence à fuir parce que c'est Camille Darcière qui disait ça, hein, célèbre député. Il dit les plus mauvais politiques, ce sont les juristes. Parce que excusez-moi pour les juristes qui sont là. Mais se sent un peu visés. Mais parce qu'ils ont tendance, mais quand il y a des politiques qui font du juridisme, ça commence à s'améliorer. C'est d'ailleurs pour ça que Darcière s'est engagé en politique. Bon, on pourrait dire que ce sont les meilleurs politiques, ce sont les poètes. Ça s'adressait à Césaire, quoi. Mais bon, ça. Et je pense qu'on est arrivé au bout d'un système tout court, économique, social, culturel, relationnel, gouvernance, démocratie. On est arrivé au bout. Et d'ailleurs, le résultat que nous avons eu aux élections en Martinique, je ne parle que de la Martinique, hein, c'était la dernière fois avec l'élection présidentielle, a un sens extrêmement précis. C'est que nous ne sommes pas seulement entrés dans une assimilation, aliénation qui va nous perdre. On est tombé, il y a une chute de la conscience politique collective qui est créée par un système qui donne le sentiment de pouvoir tout faire, mère patrie, et en même temps qui a des attitudes et des postures de gouvernance étriquées, voire fraternalistes, voire paternalistes, et même condescendantes, d'un État sur le plan local qui structure les choses à sa manière et qui nie les réalités locales et les identités. Alors, ça dépend des individus. Il y a des individus qui ne font pas ça du tout. Je parle des organisations de gouvernance d'État local. Il y en a qui ont des comportements qui démontrent bien que les précarés du système passé demeurent même dans ses principes. Et nous sommes au bout aussi parce que, sur le plan économique, il nous faut sortir des économies un petit peu distanciées, de comptoir, d'importation massive, de consommation massive. Il faut absolument reprendre la main sur les résiliences sociales et économiques par la construction de nouveaux modèles économiques. Et si on veut construire de nouveaux modèles économiques, différenciés certainement d'un pays à l'autre, il faut reprendre la main sur ce qu'on appelle le droit à l'initiative. Et ce droit à l'initiative, je défie un juriste de me démontrer que j'ai un vrai droit à l'initiative. Si on ne me transcrit pas dans le binaire 73-74. On me met dans cette espèce de double balancement. Le droit à l'initiative, à mon avis, est très important. C'est-à-dire la co-construction de politiques publiques avec l'État, puisque nous sommes dans une république, mais localement, et notamment aller vers plus de pouvoir normatif. Quand je dis pouvoir normatif, je ne parle pas de compétences, parce que je le dis au Sénat, et il y a beaucoup de juristes, d'ailleurs en Martinique, je ne veux pas parler de tout le pays, qui font une confusion intellectuelle assez incroyable entre compétences et pouvoir. Bon, quand on a des compétences, on a des compétences, mais on n'a pas le pouvoir ni législatif ni réglementaire. Nous savons les processus, je les connais parfaitement, malgré les évolutions qu'on a. On est arrivé au bout d'un système aussi en termes de particularisme reconnu à la fois par l'Europe, par l'article 342 du traité de Lisbonne, par la France, dans l'article 73 qui a été modifié successivement depuis 46 en 58, en 2003 plus particulièrement et en 2008, qui a donné des évolutions de la rédaction de l'article 73. Nous avons ces enjeux-là et il nous faut absolument que l'ouverture dans nos espaces maritimes transfrontaliers soit une vraie réalité et ne pas considérer que le seul tubulaire qui existe, c'est la relation entre Paris et Martinique et qu'on peut parfaitement être dans la République tout en étant en responsabilité, capable de signer des accords avec des pays qui sont à côté. Moi, je parle ça d'une nouvelle diplomatie territoriale économique.
Quand je parle de la diplomatie territoriale, je ne parle pas de coopération. La coopération existe en soi. Je parle de diplomatie territoriale économique. Nous sommes... Alors, bien sûr, je pourrais développer ça tout à l'heure si vous me posez des questions. Ce qui passe par des connectivités culturelles, identitaires, infrastructurelles, maritimes, numériques, etc., qui n'existent pas aujourd'hui. Et je suis bien placé pour le dire. Je viens de sortir d'une discussion avec Saadé sur les ports. On voit parfaitement que la connectivité infrarégionale est assez réduite par rapport à la dynamique de la connectivité maritime, simplement parce qu'on était habitué à exporter de la banane et du rhum, et canne, etc., mais on est resté dans le même principe. Ceux qui exportent des tonnes de bananes, je ne suis pas contre la banane, au contraire, je pense que la banane, il faut continuer à l'exporter, se battre pour la banane propre, le rhum aussi, mais il n'y a pas que ça. Et puis, nous sommes dans une dynamique qui nécessite une cohérence de politique de développement par rapport au secteur de lait, au secteur géographique de lait. Nous sommes aussi au début, j'insiste, Monsieur le Président, d'une prise de conscience de nos richesses géostratégiques. Et le jour où la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, etc., vont vraiment pleinement prendre conscience, au-delà de la richesse écologique que j'ai indiqué tout à l'heure, le service écologique rendu comme puits carbone par nos pays, richesse écologique comme puits carbone de nos pays, assurant la stabilité, il y a une position géostratégique de chaque pays d'outre-mer qui fait que la France, c'est le seul pays où le soleil ne se couche jamais. Ah, ça, c'est une phrase pittoresque, mais ce n'est pas que pittoresque. Ça a un sens politique majeur. Et de ce fait, nous ne profitons pas de nos positions géostratégiques de chaque pays. On ne profite pas de ça. Il ne faut pas qu'on me dise quoi que ce soit. On ne profite pas de ces dynamiques-là. Simplement parce que là, on va aborder un peu la partie européenne rapidement sur ce qu'on appelle le développement intégré interne n'est pas suffisamment prise sous son sens géostratégique. Vous imaginez, Monsieur le Président, que vous allez acheter des matières premières à Bordeaux, à Nantes, je ne sais pas où, pour traiter, ou peut-être au nord de l'Europe, à Reykjavik, ça c'est pour l'essence, et vous allez découvrir en fait que la matière première que vous avez importée vient du Brésil. Alors, la matière première sort du Brésil, notamment du para, va en France, est transformée ou pas, même bout. C'est le cas du guarana. Un jour, je buvais un goût du guarana. Vous connaissez le guarana, c'est le jus là. Et je découvre que ça a été transformé à Ivry. Et c'était dans comment tu appelles ça, New Market, comme ça. Market Price. Market Cavaï Price. Je suis en train de boire un guarana qui est fait à Ivry, alors que le Brésil est à côté, c'est le produit qui est à côté. Je vous raconte ces absurdités pour dire, on est vraiment arrivé à des limites. Nous sommes réussi à arriver à des limites sur des richesses qui sont essentielles, notamment la biodiversité. Vous savez que 80% de la biodiversité de la France est l'outre-mer, où on n'est pas rentré dans un processus de filière nouvelle nous permettant de sortir du précaré des 2 ou 3 exportations que nous pouvons faire. Je pense que là, on peut tirer des richesses et des profits. Bon, je pourrais prendre 50 000 exemples sur le plan économique pour dire qu'on est arrivé à un bout. Nous sommes arrivés aussi au bout de réformes sur des réformes. Je pense que le moment est venu. 46 a été une consécration très importante du droit à l'égalité pour sortir des systèmes des gouverneurs, pour aller vite, des arrêtés qui étaient pris à l'encontre des lois qui étaient votées ici. Donc 46, c'est un pas. 58 a un peu modifié les choses, mais pas trop. C'est surtout 2003, on a vraiment la mise en place d'un système à la carte des statuts. Donc on a une évolution de la différenciation, une évolution de la diversité des actions, ce qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement les 12 pays ou départements ou territoires d'outre-mer ont pratiquement chacun un statut un peu différencié. Et pour prendre un exemple très précis, le statut actuel de la Martinique n'est pas le statut de la Guadeloupe. Bon. Le statut de la Guyane n'est pas le statut de la Réunion, ainsi de suite. Donc on a un processus qui a été enclenché. Là, il faut saluer Jacques Chirac qui a initié ce processus-là dès la LUM. C'était pas lui, c'était Mitterrand.
Mais après, il a transformé ça dans la modification constitutionnelle de 2003, et c'est conforté en 2008, et nous avons un processus qui est engagé, qui nous permet d'avoir un article beaucoup plus amélioré. Mais c'est une amélioration, et là j'aborde la dimension purement juridique, c'est une amélioration à la contrainte et au corset. Je parle de l'article 73 de la Constitution. Après, je parlerai de Fort-de-France pour conclure de l'appel de Fort-de-France. L'article 73 donne 2 respirations. Quand je dis respiration, vous avez, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous comprenez bien la dimension que je donne. La première respiration, c'est que ça permet à une collectivité territoriale de pouvoir adapter... Non, ça permet à l'Assemblée et au Sénat d'adapter ou de modifier les textes. Et il faut y aller toujours. J'ai fait 15 ans à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que chaque fois que j'ai voulu arriver soit à des ordonnances, directement, je ne sais pas si c'est la modalité juridique la plus précieuse qui existe au monde, pouvoir adapter à chez nous. C'est-à-dire on fait dans un coin qui est plus gouvernemental qu'autre chose. Et quand il y a adaptation, les conditions sont réunies de la rapidité du texte qu'il faut absolument mettre au petit amendement parce qu'on s'est battu. Ça. Moi, j'ai toujours appelé ça à l'Assemblée des amendements ensoleillement, quoi. On te donne... Il n'y a vraiment pas d'analyse en profondeur, seulement quand il y a un texte sur l'outre-mer, à ce moment on peut aller plus loin. Donc cette possibilité d'adaptation est une responsabilité de l'Assemblée nationale, pas localement. Bon. Maintenant, on peut aussi aller plus loin en disant, bon, on vous donne la possibilité aussi par des habilitations de pouvoir faire des adaptations, y compris dicter la loi, sauf la Réunion qui n'a pas voulu faire ce genre de choses-là. C'est la possibilité d'habiliter de l'alinéa 3 du texte. Et cet alinéa 3 dit quoi? Vous pouvez demander une habilitation. Moi, je l'ai expérimenté en tant que président de collectivité. Je vous donne mon expérience, 3 ans. Bon, pour l'avoir, j'ai pris 3 ans. J'ai eu une habilitation en énergie, en formation professionnelle et bien en transport. J'ai eu des habilitations, attention, c'était pas la thématique, c'était pas la thématique transport, c'était en habilitation par thème à l'intérieur du transport. Non mais franchement, comment on construit la loi comme ça? Et pareil pour la partie énergie. Chaque fois que vous abordez un sujet, vous avez une habilitation qui vous est accordée dans la même habilitation. C'est-à-dire, on étudie chaque point, donc à quel moment vous assurez une initiative ou une pensée, tu vois bien, transversale, et d'avoir une conception globale d'une politique de l'énergie, si on ne vous donne pas une habilitation qui soit globale et transversale sur le sujet. Ne serait-ce que ça, ce n'est pas le cas. Hein. Et j'ai mené les négociations moi-même, dans tous les ministères, pour savoir exactement ce que je pouvais obtenir. Eh bien, c'est pour ça que ça a duré 3 ans, parce qu'il fallait faire des allers-retours avec les ministres pour savoir, oui. Je prends un exemple extrêmement précis. J'avais l'habilitation pour faire une unité de transport au lieu de 17. Il fallait que j'aie une habilitation pour pouvoir créer Martinique Transport. OK, je l'ai eu au bout de 3 ans. Mais attention, je voulais quand même aborder la question des ressources. Parce que vous ne pouvez pas avoir une structure si vous n'avez pas d'argent. Donc j'ai abordé ce qu'on appelle le VT. J'aborde le VT. Il a fallu, bien sûr, 6 mois de négociation et de discussion pour obtenir que je puisse intervenir sur le VT. Bon, et j'ai obtenu, pas une deuxième habilitation, mais une autorisation d'intervenir dessus. Vous vous rendez compte? C'est quand même incroyable. Donc, Monsieur le Président, habilitation, c'est vraiment pas la solution, même améliorée par l'État, tel que Emmanuel Macron voulait faire ça en 2018, de mémoire, ou 2019, où il devait le faire, puisqu'il n'y avait pas eu l'équilibre politique qu'il fallait au Congrès. Mais son idée de dire, mais on ne va pas habiliter par l'Assemblée, mais on va habiliter par directement l'exécutif, je ne trouve pas que ce soit une bonne solution. C'est pour ça que je suis personnellement convaincu qu'on est au bout d'une possibilité d'adaptation
par nous-mêmes, par la voie de l'habilitation, puisque la durée d'un mandat, c'est aligné sur la durée du mandat, et c'est celui qui arrive à 6 mois ou 1 an pour pouvoir renouveler l'habilitation qui est en cours. Bon, c'est vraiment du bricolage. Je me permets de le dire sans insulte vis-à-vis de qui que ce soit, mais c'est vraiment du bricolage. Qu'est-ce que ça pourrait donner si on est au bout du système? Que pourrait-on faire pour pouvoir installer en Martinique, en Guadeloupe ou ailleurs, pour ceux qui veulent, la possibilité d'assumer un droit à l'initiative locale sans remettre en cause le droit à l'égalité? Moi, j'ai une phrase que j'emploie souvent, je dis: le droit à l'égalité n'est pas l'ennemi du droit à la différence. On peut absolument, par la différenciation des politiques publiques, obtenir des stratégies de développement qui soient propres à la Guadeloupe, propres à la Martinique, propres à la Guyane. Ça me semble essentiel d'aller beaucoup plus loin. Avant d'aborder l'appel de Fort-de-France encore, et la question de la différenciation. Je pense que la question de la différenciation a été mal abordée dans les derniers textes qui sont passés. C'est plutôt une différenciation. Il y a des aspects intéressants dedans, mais il y a quand même un état d'esprit de la différenciation, qui est la différenciation entre régions. C'est-à-dire, cette région peut prendre des responsabilités en termes de compétences d'expérimentation sur l'éducation, sur la prendre sur l'énergie. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je pense que la différenciation, c'est la capacité qu'on donne aux différentes régions, y compris en France, parce que j'ai signé des 2 mains le livre blanc des régions de France, si vous avez lu, qui demande des politiques de différenciation, voire d'autonomie même. Le terme est employé par les présidents et présidentes de régions de France. Donc, on veut tout de suite mettre le chapeau sur la Martinique ou d'autres pays qui demandent une vraie autonomie. Mais je pense franchement qu'il faut absolument aller vers cette différenciation en installant dans chaque région qui le souhaite, sur la base d'un curseur, la possibilité d'installer des pouvoirs normatifs, c'est-à-dire des pouvoirs d'adapter la loi et le règlement, et des possibilités sur des thématiques qui sont bien bordées, de pouvoir initier la loi, parce qu'il ne faut pas perdre. Aujourd'hui, on peut initier la loi par l'habilitation, il ne faut pas qu'on ait que l'adaptation et qu'on n'ait pas l'initiation de la loi. Et c'est très important pour nous de garder les 2 éléments de l'habilitation, de le transférer dans un pouvoir accordé. Pas un pouvoir ponctuel, un pouvoir continu, bien bordé, avec bien sûr tous les processus de contrôle du Conseil d'État qu'on peut imaginer, et y compris, j'ai vu dans certains rapports que certains juristes disaient pour quelles raisons on ne pourrait pas avoir des mécanismes de contrôle des assemblées, qui chaque année pourraient avoir une réunion de contrôle au-delà même du contrôle fait par l'État local, Cour des comptes, etc., aux chambres régionales des comptes, qu'on pourra avoir que l'Assemblée, qui montre bien que le curseur de l'autonomie, petite différenciation, grande autonomie, est sous la responsabilité de chaque Assemblée. Et notre Assemblée Martinique peut parfaitement voter un curseur de cette taille-là maximum, tandis que la Guyane ou la Guadeloupe peut proposer autre chose. Voilà pour ce que je souhaitais dire en préambule par rapport à vos interrogations. Pour terminer, c'est sur l'appel de Fort-de-France. L'appel de Fort-de-France, je dis ça très souvent, c'est véritablement un cri. Le vote présidentiel m'a beaucoup marqué. Et ensuite, j'ai vu mon pays décliner, je vois mon pays décliner, encore plus décliner au cours des 5 dernières années. Nous sommes passés à moins 35 à moins 40 000 habitants en à peine 10 ans. La Martinique, qui avait 400 000 habitants à peu près, va se retrouver à 250 000 habitants si on ne fait rien. Sinon, 200 000 habitants. Ce n'est pas possible d'être spectateur de ce genre de choses-là. Alors, les raisons, on n'a pas le temps de les multiplier, mais vous connaissez parfaitement. Mal développement structurel, inégalité puissante, 80 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté, enfin bref, et 40% des jeunes qui se trouvent au chômage. Ces indicateurs, tout le monde les connaît. Quelle est la réaction par rapport à cette situation? Un précaré d'un système économique qui n'a pas bougé depuis 60 ans dans ces mécanismes. Une absence de démocratie économique vraie, je répète pour que j'assume ce que je dis, une absence de démocratie, une présence de l'égalité des droits qui est au compte-gouttes de la part de l'État, souvent avec une espèce de sentiment d'assistanat et de quémande qui est devenu insupportable. Et on est de plus en plus étranger à notre géographie, à notre culture, à notre identité.
Et ces derniers temps, nous avons vécu quelques expériences dures d'un État qui ne considérait pas les collectivités de Martinique, y compris parlementaires, y compris élus, comme des gens qui sont capables de pouvoir assumer des responsabilités. On va nous attribuer toute espèce de raison et de cause sous l'ingénierie qui n'existe pas dans les pays, mais ça me semble pas bien. Donc cet appel, c'est un vrai cri en disant attention, il nous faut changer le mode de relation avec l'État, mais il nous faut changer le mode de relation de nous-mêmes avec nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas seulement cibler l'État, c'est de dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour construire un processus. Cet appel a été rédigé lors d'une réunion des régions ultrapériphériques et a été signé par l'ensemble des présidents présents. Monsieur le Président, j'insiste beaucoup là-dessus. Les présidents et la présidente qui ont signé n'ont pas donné quitus à qui que ce soit pour parler en leur nom. Donc je ne parlerai pas en leur nom, parce que je les respecte beaucoup. De la Réunion, de la Guyane, de Mayotte, etc. Deuxième chose, c'est que les signataires, bien sûr, ont des enjeux historico-politiques qui leur sont propres. Vous imaginez bien que Mayotte n'a jamais pris la ligne autonomiste pour pouvoir signer ça. Je le dis devant toi pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'on ne fasse pas de procès d'intention de cette nature à qui que ce soit. Bon. Je prends un autre exemple, que Gabriel Serville et la Guyane avaient leur propre trajectoire politique, historique et économique, avec des demandes qui sont extrêmement claires. Et la Guadeloupe, n'en parlons pas, ont des postures et des positions claires avec les deux présidents, parce que c'est le seul endroit où on a, pas le seul, la Réunion c'est le même cas, on a deux présidents. Donc on est dans ce qu'on appelle une pluralité de positionnements qui montre bien que les évolutions récentes constitutionnelles autour des pays d'outre-mer n'étaient pas inutiles et surtout étaient inspirées par des besoins vitaux, ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un besoin vital de pouvoir reconstruire quelque chose qui puisse nous donner plus de place au développement local, à l'ingénierie locale, etc. Troisième chose, c'est que nous avons un socle commun des signataires de l'appel de Fort-de-France qui est pas de statu quo. C'est ça le socle commun. On ne veut pas de statu quo. Maintenant, quelle est la trajectoire qui a été dessinée? On verra pour chaque pays. Je sais que nous avons une réunion à Bruxelles pendant 3 jours. On a fait une nouvelle réunion. C'est exactement tout ce que les gens indiquent clairement. Bon, chacun a sa trajectoire. Nous avons rencontré le président de la République et je tiens à le remercier parce qu'il a réagi assez vite puisqu'on a fait la déclaration de Fort-de-France en mai et juin. On s'est vu le 7 septembre. La réunion, et tout le monde était présent, à mon avis, a permis d'ouvrir des perspectives à l'initiative et qui est liée à l'initiative de l'appel de Fort-de-France. Donc, je veux dire ici qu'il n'est pas question que l'État préempte l'initiative des élus de la Martinique, de Mayotte, etc. Nous voulons bien sûr travailler très clairement avec l'État, en toute transparence, il n'y a pas de problème, mais que l'État ne préempte pas. C'est ce genre d'infantilisation, ce genre d'abrutissement de l'idée, de la pensée qui tue et qui aliène les gens. Il faut laisser les élus qui ont pris l'initiative politique de mener leur combat politique. Et à ce moment, on va négocier avec l'État, point par point, et nous avons mis 2 trains en marche pour la Martinique. Je ne parle pas des autres, et que je respecte beaucoup. On a mis un train en marche. La réalité locale, on en est où? Sur le plan économique, culturel, sur le plan politique, sur le plan... Et c'est Catherine d'ailleurs qui a fait un très bon travail d'identification des besoins, de discussion. Elle a auditionné près de 150 personnes, si pas plus, avec une petite équipe, puisqu'elle est conseillère territoriale. Et puis, nous avons mis un deuxième, ça c'est la réalité économique, quelles sont les inégalités, comment on les règle, comment on structure, la question des personnes âgées, des jeunes, du chômage, des équipements, du transport, des collèges, des lycées, de l'éducation, etc. Et puis, nous avons aussi mis un deuxième train sur pied, qui est l'évolution institutionnelle. Parce que nous ne pouvons pas ignorer le besoin de compétences et de pouvoirs supplémentaires pour pouvoir diriger nous-mêmes la structuration du développement local. Et si on a besoin de ce paramétrage qui
qu'on le veuille ou non, a une importance capitale dans la configuration des enjeux du développement, la fiscalité, les réglementations, etc., etc. On a besoin de ça. Donc on a mis les deux dans un même élan. Je rappelle que dans mon équipe, à collectivité territoriale, je n'ai pas que des gens PPM. Hein. PPM, ça veut dire Parti progressiste martiniquais. Hein. On a des gens de diverses tendances. Oui, on a un peu tout ça dans l'Assemblée, donc il faut tenir compte de ça. Donc nous avons mis ce train-là. Et nous voulons, Monsieur le Président, et puisqu'on a dit que nous boutons, donc il faut aller beaucoup plus loin, profiter de cette fenêtre qui risque de s'ouvrir, je préfère mettre ça, avec la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire l'opportunité d'une réforme de la Constitution. Quand je dis ça, on n'est pas sûr et certain, ça dépend du président de la République, principalement. Mais les enjeux nous montrent bien, tous les juristes sont d'accord là-dessus, qu'il y a un enjeu considérable qui risque de se présenter, c'est une occasion. Nous nous préparons, comme vous faites d'ailleurs, ici au Sénat, nous nous préparons à être prêts. Et j'ai souhaité que ce soit dans un cadre institutionnel, le Congrès. Puisque nous avons un Congrès, contrairement à d'autres régions qui ne l'ont pas. Bon, nous avons un Congrès. Le Congrès a été ouvert pour que ce soit légal, pour que ce ne soit pas une revendication isolée. Bon, c'est légal. Donc je suis dans le canal institutionnel, Monsieur le Président. Donc l'État doit savoir ça. Je suis dans mon initiative politique. Nous sommes dans notre initiative politique. L'appel de Port-au-Prince, qui est un cri politique. Bon. Et nous avons tout de suite, en juin, 2 mois après, organisé les choses pour qu'on puisse être dans un cadrage institutionnel. Pour ne pas laisser de chance à qui que ce soit de ne pas négocier. Parce que soit on négocie politiquement, soit on négocie institutionnellement parlant. Bon, Macron a décidé, le président a décidé de négocier les deux, à la fois l'appel de Port-au-Prince, et je le remercie, mais aussi les réponses par rapport à notre Congrès. Parce que le Congrès, c'est pas la chimie. Le Congrès, c'est tout le monde. Je n'ai aucun pouvoir, sinon celui qui initie. Mais c'est le pouvoir des élus du peuple martiniquais qui dit « rentrons dans une négociation ». C'est une négociation, ce n'est pas une discussion. Ce n'est pas « je t'aime moi non plus ». C'est une négociation. Donc nous posons le cadre de la négociation, puisque c'est nous qui sommes en initiative, et nous discutons avec l'État. À ce moment, ce sera l'État de nous dire oui ou non. Pour quelle raison? Parce que je pense que la réforme de la Constitution doit se construire de manière hyper moderne. Moi, j'ai vécu toute ma vie aux côtés d'un homme, Catherine aussi, qui nous a clairement donné la ligne. C'est le droit à l'initiative, pas la différenciation communautariste, nous ne sommes pas dans ça, enfermés, mais le respect de notre identité, de notre personnalité collective, de notre dignité, et notre capacité à faire autre chose. Autrement, on laisse ce pays-là au gré des instances budgétaires de l'État, sans corpus, sans racines, sans fondation d'une nouvelle émergence qui pourrait faciliter de fixer où que les jeunes puissent rester, parce que les jeunes quittent les pays et s'en vont. On disait qu'il n'y a que la Guadeloupe et la Martinique qui vont dans le dépérissement démographique, dont le dépérissement social, dont le dépérissement tout court du peuple martiniquais. Ça commence à se sentir à La Réunion, ça commence à se sentir un petit peu partout. Donc nous sommes dans cette trajectoire. Le calendrier, c'est que nous allons d'ici le 6 du mois prochain avoir un troisième congrès, puisqu'on a déjà fait 2 congrès. Le troisième congrès, ce seront les propositions qui seront issues du diagnostic de Catherine Cocon et de l'équipe qui l'a aidée. Ensuite, nous allons passer en décembre aux résolutions à discuter, à présenter avec le gouvernement, tant sur le volet institutionnel que sur le volet purement développement économique. Il y a 2 rendez-vous de pris. Le rendez-vous du SIOM à la fin du mois de mars. Le rendez-vous du SIOM n'est pas l'aboutissement et la conclusion des discussions. Ce n'est qu'un rendez-vous pour voir et accepter ou refuser tout ce qui est de l'ordre du social, de l'économique, des infrastructures, de la santé, de ce qu'on veut. C'est le SIOM. Bon. Et puis un deuxième rendez-vous, c'est juin-juillet. Ce sont les propositions d'évolution institutionnelle. C'est pour ça que j'ai très ravi. Je suis venu physiquement moi-même pour pouvoir répondre à vos questions, parce que pour moi, il faut absolument qu'il y ait une dynamique. Je rencontre en fin d'après-midi la présidente
de l'Assemblée des députés. Et je pense franchement qu'il faut que l'ensemble des personnes qui ont la charge, qui ont la responsabilité, puissent conjuguer ensemble leurs efforts pour qu'on trouve la meilleure formulation. Vous avez bien vu que je ne vais pas rentrer dans la rédaction par rédaction, vous avez peut-être me posé des questions dessus, de 73-74. J'ai voulu rester à un niveau purement politique pour vous dire que nous comptons sur le Sénat, vraiment, nous comptons sur l'Assemblée. On est assez déterminés. On a bien sûr l'obligation, sinon la responsabilité d'interroger et surtout de faire que la population participe activement. Nous sommes pratiquement une centaine de réunions que nous organisons dans les quartiers, dans les communes pour sensibiliser les gens à cet enjeu-là aussi. Et ça se passe très bien, les acteurs économiques. Nous faisons venir des spécialistes en Martinique pour pouvoir présenter les enjeux qui sont à la fois institutionnels, constitutionnels ou économiques. Je pense à Soukra Mayen qui a fait une intervention il n'y a pas longtemps, qui est d'ailleurs dans l'association des juristes, et nous avons fait venir aussi des investisseurs pour avoir une clarification. On a fait venir Thierry Déo, c'est ça, qui a fait une intervention extrêmement importante à Martinique. Et nous allons faire parler des agriculteurs, des pêcheurs, etc. Je pense qu'il faut franchement ouvrir les perspectives. C'est notre dernière chance. Autrement, tous ceux qu'on n'aura pas, on aura laissé comme on ne s'en occupe pas, etc. Ce sera récupéré par une revendication plus identitaire qu'autre chose, ce qui est aussi un combat qui est noble, qu'il faut garder, avec une incompréhension d'un côté l'État, de l'autre côté des élus en enclume et le peuple. Et chaque fois qu'il y aura un malheur de type Covid, eh bien, vous allez avoir la résurgence de violences extrêmes, de plus en plus violentes. Et moi, je ne souhaite pas qu'on en arrive là. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis engagé aussi fortement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Vous avez déjà embrassé un certain nombre de questions, mais on va revenir tranquillement avec nos collègues, notamment au travers de ces interrogations. Il y en a une, moi, qui me taraude un peu, mais je pense que vous l'aborderez, notamment Catherine, au travers des consultations qui ont été menées. C'est quel regard vous portez sur l'accompagnement de l'État, sur les politiques publiques sur vos territoires, sur votre territoire en l'occurrence. Et est-ce que pour vous, la déconcentration a permis suffisamment, justement, d'assurer ce rôle territorial ? Et est-ce qu'il faut aller plus loin également dans le regard que l'État doit mener sur le pilotage des politiques publiques qu'il mène sur nos territoires et sur votre territoire en particulier? Moi, il faudrait supprimer pas l'individu, mais le rôle et la fonction, c'est le préfet. Donc il faut arrêter avec ça, il faut mettre un représentant des affaires régaliennes de l'État. Voilà. Et de telle sorte que je suis un autonomiste, mais dans la République, je ne suis pas un autonomiste séparatiste. Donc il faut supprimer le préfet. Il faut remplacer ce préfet il peut s'appeler préfet, mais chargé des grands intérêts, des grands sujets régaliens de l'État, parler de l'armée, de la monnaie, de la justice, etc., etc., et bien sûr du droit. C'est-à-dire que ce que nous faisons, nous, Martiniquais ou Guyanais, peu importe, ce que nous faisons reste dans le cadre du droit de la République. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Tout ce qui concerne le développement interne et local, collectivité. Point clair. Avec une dimension droit à l'initiative liée à la possibilité d'adapter ou d'initier les lois dans les compétences qui nous sont accordées. Énergie, urbanisme, aménagement, etc. C'est ce que j'appelle la responsabilisation, parce que je n'oppose pas différenciation avec responsabilisation. La responsabilisation, à mon avis, va conforter l'enjeu de la présence de la démocratie, parce que vous regardez, faites une analyse des courbes de participation aux élections, on bat tous les records en Outre-mer. Il ne faut pas, franchement, il faut se poser la question, mais pour quelle raison on bat les records? Parce que c'est très distant. C'est le préfet qui décide, c'est Paris qui décide, c'est le ministre qui décide. Vous voulez faire n'importe quoi, il faut demander l'autorisation à YZ. En plus, un ministre qui ne connaît pas grand-chose souvent, pas tout le temps, mais il ne connaît pas, il est très gentil. À la limite, j'ai souvent rencontré des ministres, ils me disent, qu'est-ce que tu penses, comment faire et que faire? Je comprends. Bon. Mais donc, on a supprimé les préfets. Bon, voilà. Pas les éliminer, je parle de... Je pense que tout le monde a compris la nuance, Monsieur le Président. Ouais, c'est pas ça du tout, j'ai dit, il faut arrêter avec ça. Deuxièmement, c'est un contrôle, à mon avis, ça va restituer des pouvoirs et des responsabilités aux élus locaux,
au corps. Ce ne sera pas facile au début, ce sera compliqué, mais ça va nous permettre de construire aussi de l'ingénierie locale, parce qu'il n'y a pas de culture outre-mer dans les ministères comme ça. Ça existe. Quand vous allez, je rencontre des gens dans les ministères qui sont devenus des amis, ministère de la ville ou autres, mais c'est pas africain. Il n'y a pas une culture, un réflexe. Les gens parlent je parle culture. C'est compliqué. On a l'impression de ramer toute la journée, etc. Donc, la première chose, c'est ça. La déconcentration des pouvoirs, c'est pas une bonne chose. Si vous déconcentrez des pouvoirs, vous décentralisez les pouvoirs dans les mêmes mains. Parce que déconcentrer, c'est une chose, c'est l'organisation administrative technique de la mise en œuvre. La décentralisation, c'est le pouvoir politique. Donc, à mon avis, il faut conjuguer les deux, décentraliser et déconcentrer dans les mains des élus locaux. Et qui sont contrôlés systématiquement, parce qu'il y a à la fois des risques, mais il y a aussi des erreurs qui peuvent être réalisées. Bon, on ne sait jamais. Bon, moi, je pense qu'il faut absolument conjuguer les deux. Mais décentraliser dans les mains de l'élu, quelquefois, on parle de décentralisation de compétences, et déconcentrer les moyens dans les mains du préfet. Vous avez créé un binôme, il suffit que les deux mecs ou les deux femmes, eh bien, c'est foutu. Donc ça n'a pas de sens. Si vous déconcentrez, décentralisez politiquement et déconcentrez administrativement parlant. Il y a un acte majeur qui a été fait, que les gens ne saluent pas. Ce sont les fonds européens. Je me rappelle François et le ministre Ayrault, Jean-Marc Ayrault. Il avait lancé à cette époque-là l'appel à candidature. Je ne sais pas quelles sont les régions qui veulent s'occuper des fonds européens. On m'a dit oui tout de suite. Tout de suite, tu te rappelles, Catherine, on a pris, en 3 mois, on avait déjà fait notre réponse bouclée. Mais c'est une avancée considérable. Là, vous avez l'idée, le projet et le financement. Alors, on va nous sortir le baratin classique. Hein. Vous n'avez pas de technicité. On nous finance même, on nous donne de l'argent pour avoir de la technicité. Mais c'est normal, tous les mecs, les jeunes qui se forment ingénieurs, docteurs, ils ont capati. Et ils ont arrêté, comme on les forme jusqu'au bac, y compris à l'UA. Quand vous faites le coût de jeunes, devant un beau jeune et devant moi et 2 jeunes devant moi, quand vous voyez le coût de ces jeunes-là, on a dépensé 100, 400, 600 000 euros de formation, ça a coûté, il faut payer, il faut bosser, etc. Et puis, le mec part, il s'en va, il a rencontré une doudou à Paris, ou c'est l'inverse, il fait des enfants, il vit en France, mais c'est fini. Donc, pour capter, il faut qu'on ait un lieu d'exercice de l'ingénierie. Mais on n'a pas l'exercice de l'ingénierie. Donc ça, il faut arrêter ça. Troisième chose, c'est que je pense que si on fait ça, on redonne du sens à la démocratie et aux élections et à l'électorat. On aura une participation beaucoup plus forte parce que c'est beaucoup plus intégré. Ça va construire. Parce que construire une législation locale de l'action et exécuter l'action. Monsieur le Président, nous ne sommes que des exécutants. Vous entendez? Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. On est des exécutants. Et on nous le rappelle. Ça dépend du préfet. Hein. Bon, on nous le rappelle très souvent. Vous êtes des exécutants. Ceux qui ont les vrais pouvoirs, et sur le plan normatif des États-Unis, c'est la DEAL, l'ONF, et puis l'autre là, c'est qui ça va? La DAC. Ce n'est pas les individus, parce qu'ils sont hyper gentils. Ils sont très sympas, d'ailleurs, les mecs. Il n'y a pas de problème de personne. C'est que vous avez, ce n'est pas la question du contrôle de nature, de la qualité, de la réglementation, mais vous êtes complètement pris en tenaille par rapport à des logiques qui sont indépassables. Donc, pour moi, c'est ça. Et aujourd'hui, je le dis comme je pense honnêtement que ce n'est pas rendre un service à ces régions, à ces collectivités, pour pouvoir être autant tutélisé par l'État sur le plan local. On me dira, alors, bien, passez au 74. Mais ça, c'est le débat le plus ridicule que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que pour avoir droit à l'initiative, il faut perdre les capacités régaliennes de l'égalité. Bon, parce que, après, sur le choix de 74, je le respecte, mais ce n'est pas le choix des Martiniquais. Si je parle de 74 comme ça, je suis rejeté dans toutes les consultations. D'ailleurs, ça s'est vu. Mais à mon avis, je ne suis pas du tout satisfait des mécanismes. Maintenant, on réussit quand même à fonctionner. Mais ça, à mon avis, ça ne nous permet pas d'atteindre les objectifs que nous souhaitons. Merci de cette réponse très claire. Moi, il y a un propos que j'aime beaucoup, d'ailleurs. C'est une réflexion
qui a été... Oui, on fera le tour de table après, Victoire, il n'y a aucun problème, ne t'inquiète pas, on a un peu de temps à consacrer à cette audition, on s'est mis d'accord. C'est effectivement l'absence ou l'incapacité de l'État central à avoir un regard sur la politique qui serait menée dans nos Outre-mer, et quelle que soit la couleur politique d'ailleurs des gouvernements. Et comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, on peut comprendre que l'éloignement, effectivement, depuis Paris peut compliquer cette tâche-là. Et parce qu'il y a une absence de culture, vraisemblablement. Et que si ce regard-là, il n'existe pas aujourd'hui, il faut pouvoir changer de paradigme. Et le changement de paradigme peut être ce que vous évoquez sur la gestion sur nos territoires des politiques publiques qui concernent nos territoires et la partie régalienne qui relève effectivement de la puissance de l'État, ce qui permet vraisemblablement peut-être d'inverser les regards et puis d'inverser surtout la manière dont les compétences sont exercées. On va continuer sur le volet un peu plus constitutionnel, parce que vous avez déjà embrassé largement les relations, et puis je pense que nos collègues ont envie de vous poser des questions, donc on laissera aussi ce temps nécessaire. On va aller sur le volet constitutionnel, et je laisse la parole à Micheline. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le 12 juillet 2022, vous avez déclaré que la Constitution française doit offrir à chacun de nos pays bien plus que le choix sommaire et binaire entre l'article 73 et 74. Quel est votre avis sur une éventuelle fusion ou réécriture des articles 73 et 74 de la Constitution, ouvrant la voie à des statuts sur mesure et la fin de la dichotomie d'homme-com? Quel garde-fou devrait y figurer compte tenu de votre vision de l'avenir institutionnel de la Martinique? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense que la France, nous devons tout faire pour aider notre pays, la France, à évoluer dans la question de la prise en compte de la subsidiarité. Bon. Il y a une panne d'application de la subsidiarité qui est un grand principe européen qui est non appliqué clairement au niveau national. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de décentralisation plus, parce qu'on a, dans ces principes, on a du mal. Donc, la deuxième chose, c'est que il y a un enjeu post-colonial et un enjeu post-départementalisation, parce qu'il faut le dire clairement, nous sommes dans une période de post-départementalisation qui est en train de naître, quoi, parce que le bienfait, parce qu'il ne faut pas dire que la départementalisation n'a rien apporté, je ne suis pas d'accord là-dessus, le bienfait de la départementalisation est un processus qui a montré ses limites. Quand je dis on éboute, mais on rentre dans une période de post-départementalisation où on est un peu gêné aux entournures, ça au niveau de 349, mais aussi de l'article 73, 349 c'est pour l'Europe, sur les bonnes applications des politiques publiques. Donc la différenciation intrinsèque à la construction de la loi du droit primaire, et non pas simplement l'adaptation, me semble un enjeu assez considérable. J'ai analysé dans le détail le statut des Açores, des statuts de Madère et des Canaries. Bon, voilà. Et quand on voit la rédaction du droit primaire et du droit constitutionnel portugais ou espagnol de ces pays-là, on voit bien que c'est à l'intérieur même du système que ça a été construit un partenariat de construction législative et réglementaire qui corrobore des politiques de développement public. Parce qu'on sait que c'est d'abord la loi et ensuite la construction se fait sur le terrain. Donc la France, pendant longtemps, y compris après 2003, mais même s'il y a des évolutions sérieuses qui ont été faites, de différenciation des statuts ou des positionnements, on a, qu'on le veuille ou non, un glissement entre la spécialité législative et l'identité législative. C'était l'identité législative, je crois que c'est Soucromanien qui dit ça, ou non, c'est pas Soucromanien, c'est l'ancien président chez vous, là, Magrin, il dit qu'il y a un glissement, il a raison, il y a un glissement. Avant, la priorité, c'était l'identité législative, tout le monde cherchait ça, maintenant, les gens recherchent une spécialité législative. Quand on prend l'exemple de Saint-Martin a réussi parfaitement à intégrer un processus de spécialité législative sans abandonner réellement l'identité législative. Bon. D'ailleurs, Saint-Martin est à la fois oui, mais souhaite d'ailleurs devenir PTOM. Bon, on voit bien que ça commence à devenir un peu compliqué et que c'est à la carte qu'on trouvera des solutions. Alors, la question que vous me posez, est-ce qu'il faut rester dans l'opposition binaire à 1,73-74, ce que je ne veux pas, je l'ai clairement dit dans mon interview, mais quel est le résultat?
Et il y a peut-être deux hypothèses que je vois comme ça. La première hypothèse, c'est de dire, bon, bien écoutez, on supprime ces deux articles-là et on crée quelque chose de nouveau qui permet d'avoir par la loi organique un curseur d'évolution. Ça, c'est possible, c'est une discussion modifiable. C'est Bertil, c'est Soukramayen qui propose, je parle des juristes, et puis politique, il y a pas mal. Il y a aussi la possibilité d'avoir une rédaction des articles 73, 74, parce que vous avez déjà des gens qui considèrent qu'il y a des acquis dans l'article 74 ne veulent pas reculer. Et d'ailleurs, Saint-Martin est très clair là-dessus, ils ne veulent pas reculer, ils ont parfaitement raison. Donc la rédaction de ces deux articles pourrait permettre d'avoir l'instauration par la Constitution, au titre de l'article 73, d'un vrai pouvoir d'initiative locale, par le pouvoir normatif que M. Macron a rappelé lors d'une intervention il y a combien de temps? 3 mois en septembre, un discours qu'il avait fait où il disait clairement qu'il fallait un pouvoir normatif qui soit octroyé. Je pense que ça peut être ça aussi. Les deux hypothèses sont là. Et la seule chose, c'est que nous avons une population tellement abîmée par ces incertitudes, ces choses-là, et un discrédit politique local, un discrédit politique national, parce qu'on n'aurait pas eu ce résultat au niveau national si jamais il n'y a pas de discrédit, un discrédit local, un non-ancrage sur l'initiative. On a actuellement un processus que Césaire ne voulait vraiment pas ça, c'est, je le dis franchement, un processus d'aliénation de nous-mêmes par rapport à nos propres richesses. C'est pas seulement culturel identitaire, c'est aussi le milieu et ce qu'on peut chérir. Et tout ça, ça me semble extrêmement dangereux pour l'avenir. C'est pour cela que entre ces deux hypothèses, je n'ai pas fait encore de choix, puisque en plus je suis mal placé pour faire un choix tout de suite. Il vaut mieux attendre les conclusions du Congrès pour que je puisse respecter le processus. Mais je suis certain que l'intelligence collective montrant bien, de manière unanime, hein, tout le monde dit la même chose, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait trouver la chose la plus intelligente qui soit acceptable par les populations, notamment pour chaque population. Donc on est à la limite condamné à aller vers du formatage par structure et par pays. Quand vous voyez la Guyane qui a la taille de l'Autriche, d'après ce que j'ai comme surface, qui a tous les moyens d'une indépendance, la revendication guyanaise est légitimement différente de la revendication martiniquaise. Nous respectons cela. Donc, en attendant les conclusions de votre congrès, vous avez déjà annoncé qu'il y avait 2 réunions qui s'étaient déroulées. Avez-vous quelques pistes institutionnelles d'orientation qui se seraient dégagées Alors, il y a eu une unanimité. Il y a une unanimité à la fois les signataires de l'appel de Port-au-Prince, mais aussi des élus locaux. Avec des postures différentes, mais il ne faut pas rester dans le statu quo. Mais vous imaginez bien que la pluralité des élus que nous avons, c'est nous devons respecter le cheminement qui va nous conduire à des résolutions. C'est comme ça s'appelle dans le droit, dans le texte de juillet qui configure les compétences et l'organisation de ces collectivités. Et à ce moment, on pourra vous dire ce que ça décide. À ce qui me concerne personnellement, je l'ai exprimé très clairement, je suis vraiment pour un pouvoir d'initiative structuré autour d'un pouvoir normatif domicilié de manière pérenne, réglementaire et législatif localement, adapté. Un texte sort de l'Assemblée et la collectivité peut saisir ce texte dans les 30 jours, un mois, je ne sais pas quoi, pour l'adapter aux réalités locales. Et puis, il y a des initiatives législatives ou réglementaires que nous pouvons prendre. Il faut trouver le processus pour que ce soit bien cadré, parce qu'on est quand même dans la République, on n'est pas indépendant. Mais voilà, donc je suis vraiment pour une large responsabilité, voire un niveau d'autonomie acceptable. Justement, en matière de responsabilité, quelle serait la limite entre la notion de responsabilité et la notion d'autonomie? Alors, c'est une question très, très importante. On a une société qui est très fragilisée, vraiment hyper fragilisée. Donc pour moi, la question de la responsabilité est liée à la question de l'autonomie. Pour moi, l'autonomie n'est qu'un cadre. C'est un petit peu comme, c'est pas une thèse, c'est pas une cathédrale, quoi. C'est pas une doctrine fermée. Il faut être dedans, il faut pas bouger, il faut avoir tel truc. Je pense qu'il y a des degrés d'autonomie qui sont différents. La seule chose, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un socle minima. C'est plutôt le minima de l'autonomie qui m'intéresse que le substrat ou le plus de l'autonomie. Le minima de l'autonomie, c'est le pouvoir normatif. Si on n'a pas le pouvoir normatif local,
pour réglementer et adapter, il n'y a aucune espèce d'idée d'autonomie et encore moins de responsabilisation, ou de responsabilité, encore moins d'autonomie. Donc il faut absolument que ce soit là. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on puisse construire une nouvelle démocratie économique. Ça, c'est une condition extrêmement importante. Parce que autrement, quand je dis démocratie économique, c'est la possibilité d'accès, compte tenu de l'histoire qui a freiné une grande partie de la population dans sa dynamique d'émancipation simplement par l'esclavage, la colonisation, il y a un dispositif à mettre sur pied pour permettre à tout chacun d'avoir accès aux terres, accès à l'immobilier d'entreprise, accès au financement, etc. Il ne faut pas nier qu'il y a une partie de gens qui naissent avec les 4000 hectares, et puis il y en a qui naissent avec 2 mètres carrés, quoi. Bon, je caricature, mais c'est exactement ça. Et c'est tout ce processus qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces en matière de politique publique. Transport, logement, assainissement, sanitaire, etc. Moi, je veux la responsabilité. Je ne supporte pas qu'on me dise que l'État va régler le problème de l'eau pour moi. Je ne supporte pas ça. Ne serait-ce que dire ça m'exaspère. Un problème aussi primaire, élémentaire, si vous n'êtes pas capable de régler le problème de l'eau dans votre pays, c'est pas la peine de démissionner, quoi. Bon. Donc, pour moi, c'est un bon exemple. Je règle le problème de l'eau. Je vais régler le problème de l'eau moi-même. Bon. Et puis, après, bien sûr, on se fait dans le cadre des règlements sanitaires européens, bien sûr, tout ça, c'est OK. Mais ne me dites pas. On est dans cette infantilisation-là. Mais on est dit, oui, vous ne pouvez pas le faire. Je dis, vous avez organisé le non-faire chez moi. Puisque mon ingénieur a disparu. Parce que les jeunes partent. Vous voyez, il y a une boucle qui s'est créée, qui fait qu'aujourd'hui, on peut, de mon point de vue, répondre très clairement à cela. Voilà. Vous avez... Excusez-moi, madame la rapporteure, je voudrais tout simplement m'excuser. Je ne voulais pas prendre la parole pour poser une question, mais comme je suis venu, je vous remercie, monsieur le président de la CTM. Comme j'ai une autre réunion, donc je voudrais quand même m'excuser au lieu de partir. Pour une autre voilà. réunion, je vois que j'étais très cher à ton cœur et que tu m'aurais pris. Non, mais là, je suis invité à l'Assemblée nationale pour une autre réunion. Donc, oui, mais j'ai écouté l'essentiel et de toute façon, on va travailler de toute façon ensemble. Okay. Merci beaucoup et je suis désolé d'avoir interrompu le cours de votre réunion. C'est très intéressant, mais j'ai un autre impératif. Mais c'est important. Merci. Alors, vous avez dit que la population était fragilisée. Vous avez parlé aussi des traumatismes du passé que je peux comprendre. Justement, comment adhère-t-elle à cette perspective d'évolution institutionnelle? Est-ce que cela suscite des espoirs, des inquiétudes? Oui, là, pour qu'on soit extrêmement clair et honnête, il y a une forte distanciation de la population par rapport aux enjeux d'évolution institutionnelle. Vous parlez de l'enjeu local, ça va capter beaucoup plus la population sur les problématiques intéressant la population. Mais à la limite, c'est légitime et normal et logique. Quand vous parlez d'évolution institutionnelle, c'est pas l'enjeu, c'est pas important. Mais ça est en train de changer. Petit à petit, on sent à travers la population une volonté de changement. Être européen et être dans l'Europe, l'Union, ça ne pose pas de problème. Et c'est conçu comme ça et c'est accepté. Vous faites un sondage, les gens... Être dans la République et se dire français, je pense que les différents choix des Martiniquais, je parle des Martiniquais, je ne veux pas mêler des affaires Guadeloupe et autres, on sent que ce n'est pas demain que les gens vont voter l'indépendance, pour être simple. Cependant, être caribéen, ça commence vraiment à être perçu et ressenti puissamment. Être martiniquais, encore mieux. Et être dans l'Amérique, dans un bassin Amérique-Caraïbe, ça se ressent de mieux en mieux. Pour des raisons très spécifiques, hein, qui sont liées à l'histoire. Donc on a actuellement un besoin de convaincre la population. C'est pour ça qu'on a pris le terrain pragmatique des réponses à apporter à la population, c'est le travail de Catherine. Moi, j'ai pris le chemin de répondre concrètement. Je suis sur l'eau comme... je suis que sur ça, quoi. Mais pas que l'eau, quoi. Les routes, le transport, parce qu'il ne faut pas dissocier les besoins immédiats de la population et les besoins en perspective. Mais nous sommes des politiques, nous sommes des élus. Donc c'est à nous aussi de prendre tous les risques
pour dire il faut absolument qu'il y ait cette évolution constitutionnelle, que la Constitution soit modifiée. Est-ce que la population soit consultée ou simplement une réunion qui se fera lors du Congrès? Ça, c'est le choix du président de la République. Mais postérieurement à la position, pour changer de statut, les règles sont très claires dans l'article 73 et l'article 72, c'est qu'il faut consulter la population. Donc si on ne prépare pas une bonne consultation de la population, vous aurez un échec à terme. Et je ne veux pas de ça. Mais ce que je ressens, ça prend, quoi. Les gens commencent à s'intéresser à ça. C'était le sens de ma question. Vous avez beaucoup parlé de mon pays, vous parlez de la Martinique, et justement, l'écriture proposée dans le livre de Michel Magras sur le rapport sur la différenciation territoriale parle de cette notion de pays d'outre-mer. Êtes-vous favorable à cette réécriture, à cette institutionnalisation, de ce terme de pays? Alors, il y a des mots qui sont liés à l'embarras notre embarras outre-mer, nos différents pays avec la France. C'est Dom, Tom, Drôme, enfin, un de ces jours, je me retrouvais comme le nom d'une fusée qui s'en va. Et pour moi, ça n'a pas de sens du tout. Au contraire, c'est infantilisant, c'est mécanique, c'est même humiliant. Tu es domien, tu es ceci, thomien, enfin bref. Donc il faut trouver un moyen pour évacuer ça. La deuxième chose, c'est que je pense honnêtement, il faut simplement appeler ces pays par leur nom. Martinique, moi je suis martiniquais, point. Je ne suis pas domien, moi je suis martiniquais. Bon. Ça va être la Réunionnais, etc. Ça, je vous parle de ma position personnelle. Hein. Donc je pense qu'il y aura des résolutions là-dessus aussi. Je pense aussi qu'il faut vraiment considérer ces pays comme des pays. Ce ne sont pas des pays indépendants, ce ne sont pas des nations-États, ce sont des cultures et des nations, des identités dont les résiliences dépendent de la force et de la puissance de leur culture. Et ce qui m'effraie le plus, c'est qu'on est en déliquescence en train de perdre les racines de nos cultures. Il faut remettre ça, non pas de manière folkloriste, parce qu'il y en a qui sont pour le doudouisme, pas moi. Hein. Donc il faut remettre ça à l'ordre du jour. Deuxième chose, je pense qu'il faut absolument, et ça c'est un autre combat, que la notion de peuple soit reconnue. Et bien sûr, la Constitution jusqu'à présent ne l'a pas fait, puisque nous reconnaît que les populations d'outre-mer, et non pas les peuples d'outre-mer. Mais je pense que dans les temps qui viennent, ça devrait évoluer vers cela. Et puis la dernière chose, je pense que ces identités, dans leur pluralité multiculturelle, configurent la France de demain. Je le ressens au plus profond de nous. Vous avez cette représentation déjà bien implantée en France, notamment dans toutes les grandes villes et plus particulièrement dans les banlieues de Paris. Nous avons ce besoin d'expression multiculturelle. Quand je parle de multiculturel au sens pur du terme, c'est-à-dire avec une identité propre, non pas fermée sur soi-même, mais qui irrigue les autres identités dans la diversité, je pense qu'on est en train d'entrer dans un processus qui fait des dégâts aujourd'hui dans les rapports que nous avons, et notamment avec un racisme qui reste larvé, qu'on le veuille ou non, mais ça se construit. C'est avec plaisir que je vais dans certaines instances en France et je vois des gens de toute origine, de toute nature qui commencent à se mélanger. Ça va prendre du temps parce que la colonisation et l'esclavage ont laissé de telles traces indélébiles que c'est difficile, y compris pour les colonisateurs d'hier, d'effacer ça. Bon, donc il faut laisser le temps au temps, construire, co-construire pour qu'on ait ce brassage. L'outre-mer, c'est le paramétrage, l'organisation, la préfiguration du monde de demain, dans sa pluralité, tel que ça a été conçu et vécu par Césaire. Césaire n'a pas emprunté la philosophie des Lumières pour se faire plaisir théoriquement ou poétiquement. Il l'a emprunté parce que c'était le cheminement de l'humanisation et de la liberté. C'est ce qu'il a fait, qu'il a adopté très tôt, en 1946, et pas dans les années 60, au moment des indépendances. Il a fait le choix d'être dans un ensemble, mais il n'a pas fait le choix de l'assimilation et de l'aliénation. Il a fait le choix aussi d'exister en tant que population et peuple. Donc c'est ce combat complexe, et je pense aujourd'hui
qu'au Sénat, avec l'impact que nous avons avec la présence de beaucoup de vous-même, y compris des gens originaires d'ici, qui défendent ces idées-là, qui sont nés ici, mais dans la plupart des pays, on voit émerger une capacité intellectuelle de créativité, de création, et notamment, je me rappelle une phrase de Césaire, je lui dis, mais attention, on n'a pas de mine, on n'a pas d'or, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on a peut-être découvert du gaz bientôt chez nous, et qu'est-ce qui peut nous aider à sortir de ça? Il me dit, le désastre du climat va certainement nous offrir des possibilités de reconstruction du monde. Et ne perdez pas du tout cette occasion-là de se saisir de la reconstruction du monde, parce qu'on a les bases et les moyens de le faire, parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'optimum du capitalisme traditionnel ultralibéral. C'était sa phrase. Bon, eh bien oui, je pense que dans la nature qui se modifie, aujourd'hui, on peut construire de nouveaux modèles de développement plus appropriés à nos réalités. Je terminerai par une dernière question. Que pensez-vous d'une manière générale de la proposition de réécriture du rapport de Michel Magras? Alors, pour moi, j'ai lu avec attention le rapport, c'est la copie que tu m'as donnée, que tu m'avais remis là. Il y a un deuxième rapport qui est sorti récemment, en 2020. En 2020, effectivement, et 2022, c'était la rencontre avec les juristes de la JDOM. Ouais, j'ai lu surtout ça. J'ai lu cette rencontre avec la JDOM. Je trouvais vraiment que ça a été très bien retranscrit. Et le rapport de Magras se situe dans la continuité de ces deux mouvements-là. C'est ça que je suis en train toujours de dire, que le Sénat fait un super boulot. L'Assemblée nationale devrait copier. Je pense que il faut vraiment qu'on puisse trouver les bases nécessaires d'analyse à travers ces rapports-là, y compris sur une Magras qu'il faut certainement aller beaucoup plus loin que ce qu'il a fait, pour essayer de transcrire dans le droit constitutionnel, mais aussi dans les lois normatives, notamment la loi organique et puis les lois ordinaires, les process. Parce que je trouve qu'on ne va pas assez loin, parce qu'il y a quand même un enjeu autour de la loi organique. Là, c'est la loi organique qui va configurer le degré, le niveau d'autonomie. Mais la loi organique est postérieure à la consultation. La loi organique est postérieure à la consultation. Vous faites une consultation pour un choix et puis ensuite vous consultez la loi organique. Je pense honnêtement qu'il faut inverser ça. Comment, j'en sais rien, hein. Je ne suis pas juriste, je ne connais pas. Mais il faut trouver un processus pour que pour la population soit transparent. Ce n'est pas seulement un changement 73, 74, 74, 75, je ne sais rien, mais simplement un projet de société. Et ce projet de société soit décliné dans la loi organique en donnant les moyens pour atteindre ce but de projet de société. Le cadrage est clair et ça va nous obliger de répondre à ces enjeux-là, pays, peuple ou autres économies, et économie primaire de plantation, importation massive, pour atteindre par exemple l'autonomie alimentaire. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme pouvoir? Est-ce qu'on peut agir sur certains paramètres? À quel moment c'est l'État qui intervient? Par exemple le droit foncier. Le droit foncier, je pense que il faut laisser ça à l'État pour régler les problèmes avec nous, avec une part de responsabilité, parce qu'il n'y a pas que obtenir des pouvoirs normatifs, il faut partager les pouvoirs. C'est ça la complexité qu'on doit avoir. Et à ce moment-là, si on veut, la loi organique, à mon avis, doit être beaucoup plus claire en amont, savoir à quoi correspondra la loi organique que la Martinique choisira si la Martinique choisit d'évoluer. C'est ça qui nous gêne. Et puis deuxièmement, il faut, à mon avis, inverser la mentalité de l'État qui consiste à dire démontrer que vous êtes bloqué pour qu'on puisse vous ouvrir la porte. Vous entendez ça? Cette phrase, pour moi, est grave. Hein? Ce n'est pas l'État qui dit ça comme ça, mais je le traduis comme ça. Démontrer que vous êtes bloqué, je suis en train de souffrir dans une maison, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité, je touffe. On me dit démontrer que vous allez mourir pour que je puisse vous ouvrir la porte pour respirer. Parce que, attention, c'est un petit peu ça qui est... Emmanuel Macron a été extrêmement clair. Bon, il est président de la République, l'intervention qu'il fait, c'est dans ce cadre-là. Maintenant, vous vous trouvez face au ministère. Le ministère vous dit, Careco n'a pas dit ça, clairement, mais on sent à travers les écrits que faites la démonstration, la DGEM l'a dit à plusieurs reprises, que tel article n'est pas adaptable, tel article n'est pas, tel décret n'est pas... Vous n'aurez pas cet temps à faire démonstration. Bon, on fait une démonstration pour dire clairement ça, et à ce moment, on verra si on fera
Et si nécessaire, j'ai dit si, on discute avec moi, on me dit si nécessaire, je quitte la table. Il n'y a pas si nécessaire. Alors, si nécessaire, on va modifier. Non, il y a un acte politique, quand même, franchement. Quand on a l'amendement qui a arrêté le racisme en France, ou certains grands amendements comme Madame Veil, c'est des grands moments de la vie politique où on prend un acte politique, et puis c'est un acte politique. La suppression de la peine de mort. Vous avez vu quelqu'un vous a dit si nécessaire? Non, on a des enjeux majeurs, et l'outre-mer, attention. Quand vous cumulez le tout, on est à 2-3 millions d'habitants, c'est pas n'importe quoi. Et c'est une puissance géopolitique, géostratégique pour la France qui fait que la France est en 2e rang mondial maritime. Messieurs les parlementaires, très amicalement, j'ai demandé à l'OFD, c'est bien ça, l'OFB, de bien vouloir évaluer la valeur écologique des services que nous rendons. J'ai vu qu'ils me boulaient, ils me tournaient en rond. J'ai exigé ça. Jusqu'à présent, je n'ai pas ça encore. Il y a une petite étude qui a été faite, approche qui a été faite par l'UICN, et il y a une petite étude qui a été faite par la Martinique. On évalue notre contribution écologique dans le marché carbone à 80 à 100 millions d'euros pour la Martinique. Je n'ai jamais vu ça, moi, cet argent-là. Cette contribution écologique que nous apportons, on met ça où? À quel moment on me dit, monsieur, votre zone... Je ne suis pas égoïste, moi, je ne suis pas en train de dire que le Languedoc-Roussillon n'apporte rien du tout, c'est pas ça du tout, mais je pense qu'il faut absolument être conscient. Dernière chose, je pense aussi qu'il faut absolument, dans le processus de réparation et de construction, il faut qu'on soit clair entre nous. On va dénommer des noms de rouilles en Martinique. Il faut, parce qu'on ne peut pas garder les noms. Je ne suis pas d'accord avec le radicalisme, tout le monde le sait, mais il y a quand même des choses qu'il faut renommer, parce que les personnes ont porté des histoires et des moments très, très graves en termes de crimes contre l'humanité. Bon, ok, mais il faut qu'on soit très clair. Je ne comprends pas que le ministère de l'Outre-mer soit toujours à la rue Oudinot. Je ne comprends pas ça. La rue Oudinot, le 27 rue Oudinot, c'était le ministère des colonies. Les archives des crimes de la colonie se trouvent toujours au sous-sol de la rue Oudinot. Comment on peut garder la rue Oudinot comme lieu de discussion, de dialogue démocratique et de respect de l'homme dans un contexte historique tel qu'on le connaît? Je pense qu'il faut absolument déplacer le ministère de l'Outre-mer ailleurs. Ne me dites pas que l'État n'a pas d'autres bâtiments. Il faut déplacer la rue Oudinot. Ça ne peut pas être le ministère de l'Outre-mer. Autrement, ça reste le ministère des colonies de l'esprit de tout le monde. Voilà ce genre de choses-là qui pourraient construire des réparations. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose de passer maintenant la parole à nos collègues qui, j'en suis sûr, ont envie de vous interpeller. Donc la parole circule dans la salle, pour ceux qui le souhaiteraient. Oui, Teva Rohfritsch. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, bonjour. Merci de partager avec nous toutes ces réflexions et vos positions. Bon, je suis sénateur de Polynésie, donc je connais bien effectivement l'article 74 et l'autonomie. Et je suis d'accord avec vous sur beaucoup de choses. Une question que nous vivons, nous, effectivement, c'est cette question de l'égalité. Et vous avez eu raison d'insister sur le sujet, parce qu'on a l'impression, alors sans refaire l'histoire de la construction de l'autonomie polynésienne, que l'autonomie a pu être accordée, mais force est de constater que ça se fait aussi au détriment de l'égalité. Et avec ce double discours permanent, qui est de dire que la Polynésie, c'est la France, mais vous êtes autonome, donc vous devez assumer. Et je pense que cette dualité doit faire partie de nos réflexions collectives, parce que vous avez raison, il n'est pas normal, dès lors que nous sommes citoyens français, tous, que l'on nous oppose systématiquement cette volonté de subsidiarité, d'autonomie, de gestion au plus près de nos populations. Alors pour nous, à 16 000 km de Paris, mais quel que soit le nombre de milliers de kilomètres, c'est le même sujet. Et en même temps, de nous projeter dans une espèce de bulle qui serait coupée du reste de la République, ou en tout cas dont nous ne maîtrisons pas les limites sur le plan de l'égalité.
Ceci pose néanmoins la question de l'autonomie fiscale, qui est en fait ce qui est clivant aujourd'hui. Et je serais intéressé de savoir quelle est votre position sur le sujet, puisque nous avons effectivement, nous, la capacité de lever nos impôts, et donc nous dérogeons totalement au système fiscal national. Et à l'inverse, c'est ce que Bercy, de manière plus ou moins claire en fonction des époques, nous oppose lorsque l'on demande à ce que l'État puisse participer à l'exercice des compétences polynésiennes. En disant, mais vous ne cotisez pas au pot commun, donc pourquoi voulez-vous de la redistribution ? Ce qui donne finalement une notion financière de la citoyenneté française. C'est-à-dire qu'il y a une forme de comptabilité qui devrait être tirée à la fois de ce qu'on rapporterait, entre guillemets, à l'État et de ce à quoi on aurait droit en échange de ce que l'on rapporterait. Alors, bien souvent, j'ai été Misi Finance quelques années en Polynésie. J'ai pu poser la question, mais combien rapporte et sans préjudice, si mes collègues sont là, de la Corrèze ou de je ne sais quelle, ou de l'Ardèche ou de quelque région que ce soit, à Paris, et combien elles reçoivent en retour? Parce que pourquoi est-ce qu'à chaque fois les Outre-mer doivent avoir cette espèce de comptabilité équilibrée, et ce que l'on ne fait pas forcément avec les régions métropolitaines? Enfin, c'est un sujet de fond. Et en tout cas, parmi les réflexions que nous avons sur les évolutions institutionnelles, c'est vrai que nous sommes arrivés très loin dans l'autonomie. Alors, contrairement à la Calédonie, nous n'avons pas encore la capacité de voter des lois au sens législatif du terme, puisque nos actes sont réglementaires, même s'ils s'appellent loi de pays. Il y a quelques points précis sur lesquels nous souhaitons avancer, mais moi je pense que le point, et vous l'avez indiqué, central, c'est cette question effectivement de l'autonomie, mais de l'égalité. On ne peut pas avoir une double lecture non plus de la citoyenneté française. Et ça m'intéressait d'avoir vos réflexions sur le sujet. Il me semble qu'il n'est pas juste que nous ayons une forme de comptabilité qu'il y ait une gestion comptable de la citoyenneté outre-mer, quelle qu'elle soit. Voilà. Et je vous rejoins, nous ne nous appelons pas les Thomiens ou les Comiens, nous sommes Polynésiens et Français, effectivement, et je crois que ça doit s'appliquer à chacun de nos territoires. Thani Mohamed Solili. Oui, Président, c'est toujours un plaisir et un intérêt d'écouter Serge. Il provoque la maïeutique avec sa vision globale des Outre-mer, avec ce côté cash et avec cet esprit d'analyse profonde qui, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il dit, ça suscite la réflexion. Et aujourd'hui, on n'a pas perdu notre matinée. Effectivement, moi aussi, je suis d'accord avec pas mal de choses que tu as développées. On est arrivé au bout, c'est vrai. Cependant, si l'on s'arrête juste au niveau des DOM, il y en a 4 qui sont départements depuis 76 ans. Et il y en a un qui n'est département que depuis 11 ans. Les 4 ont eu une région et un département à part entière et sont passés à la collectivité unique. Nous, à Mayotte, nous n'avons jamais eu de région, nous n'avons jamais eu de département. Et en quelques années, nous avons basculé de collectivité d'outre-mer à département région d'outre-mer, région qui jusqu'à présent, je suis désolé de le dire, mais nous ne sommes pas emparés de cette dimension régionale. Et tout en partageant les analyses, que fait-on? Que fait-on? Parce que au niveau de Mayotte, je suis obligé de faire un comparatif. Il est plus question de clarification de ce qui a été voté par référendum en 2009, entré en vigueur en 2011, de précision, notamment de cet aspect régional, parce que nous sommes département-région, mais par exemple, nous avons un nombre d'élus de département, 26, sur une population qui est de l'ordre de 300 000 habitants, et nous continuons à voter, à élire les représentants de la collectivité au mode départemental. C'est-à-dire que il y a 13 listes, 13 projets cantonaux,
Et c'est une fois qu'on a élu les élus du département qu'il faut réfléchir à un projet commun. Alors que la logique voudrait que nous ayons un mode de scrutin régional pour avoir un projet global et que les électeurs, avant d'aller devant les urnes, sachent quel projet pour Mayotte ils choisiraient. Donc je te remercie parce que tes développements permettent de clarifier cela. Moi, je t'inviterai, je demande à ton homologue de Mayotte, Benissa, vraiment peut-être d'organiser un colloque, de t'inviter et d'inviter d'autres à venir échanger sur ces sujets qui sont hyper importants, parce que quand il n'y a pas suffisamment de précision et de clarté comme tu viens de le faire, la population prend peur. Nous, comme tu l'as précisé, l'autonomie, on ne veut même pas en entendre parler. L'autonomie en restant dans la République. Mais quand les projets, quand les orientations ne sont pas suffisamment précises, eh bien, ça fait peur à la population. Et du coup, il y a un rejet global, style le projet de loi Mayotte, alors que là-dedans, il y avait du bon aussi. Donc, vraiment, merci pour ces éclairages, ces précisions, parce que ça permet de poursuivre la réflexion. Pour résumer, nous, c'est comme si nous avions pris un raccourci pour être au même niveau que les autres DOM, mais ce raccourci, encore faut-il que l'on se donne les moyens, qu'on nous donne les moyens de l'emprunter. Parce que s'il y a un raccourci et qu'on ne sait pas qu'il y a un raccourci, eh bien, soit on n'emprunte pas, soit on emprunte un chemin qui nous perd. Et pour finir, peut-être sur une question, dans le prolongement de la question du président Artano, quand tu as répondu à l'accompagnement de l'État, tu as dit quelque chose, encore une fois, de très juste que je tiens à rappeler, c'est qu'il n'y a pas dans les ministères de réflexe ultramarin. Et quand tu ajoutes à ça, c'est ma question, mais vous voyez où je veux aller vers la réponse, quand tu ajoutes à ça que le ministère dédié, le ministère des Outre-mer, qui est dédié à nos territoires, eh bien, ne gère que 10% des budgets de ce territoire, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, est-ce qu'en plus de la disparition des préfets, ou plutôt le remplacement des préfets pour un représentant régalien, est-ce que la persistance du ministère des Outre-mer dans ces conditions-là a du sens ? Je vais peut-être laisser le président répondre d'abord et puis après redonner la parole à la salle. Ça permettra de donner un peu de respiration aussi à notre audition. Alors, ce que disait Emmanuel Macron, je le rappelle, le discours de Château-Gontier le 10 octobre, et il parlait de vraie décentralisation, ce sont ces expressions que je reprends, avec 3 éléments extrêmement importants: transférer les compétences, transférer le mode de financement, et il ajoute, et c'est là il a vraiment raison, et transférer le pouvoir normatif et donc la responsabilité. Donc les 3 sont liés. Pour l'instant, pouvoir normatif, on n'y était pas. Donc on rentre dans une nouvelle ère, pourquoi pas, on y reviendra. Et puis, alors, écoute, je partage totalement ton point de vue, totalement. La question de l'autonomie qui se construit au détriment de l'égalité, c'est tout le combat qu'on mène. Parce que et c'est le combat, à mon avis, le plus intelligent, le plus réaliste, le plus clair. En tant que parlementaire, je me battais dès que je voyais Maïna, salut là pour moi si jamais tu la croises, Maïna Sage en difficulté, ou nos autres copains de Polynésie, je restais à 2-3 heures du matin dans l'hémicycle pour les aider. Et franchement, j'ai trouvé quelquefois l'attitude de l'État, il y en a qui lâchaient, mais quelquefois l'attitude de l'État, notamment sous la santé de
de voir les Polynésiens être en posture de demander, de supplier d'avoir un financement en plus. On leur répondait, vous avez un contrat de développement, faites ce que vous avez. Bon. Après, on finissait par accorder. Les conséquences des essais nucléaires en Polynésie, on était 3-4 heures du matin, on débattait pour essayer d'obtenir les modalités d'indemnisation. Bon. L'égalité des droits n'est pas l'ennemi du droit à la différence. Les deux doivent se conjuguer. Autrement, les rapports entre les pays d'outre-mer et la République n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous me prendre son indépendance, quoi. C'est tout, terminé. Au revoir, ciao. Donc si c'est pour négocier que votre droit à l'égalité en fonction du degré d'initiative que vous mettez en œuvre, ne serait-ce que pour votre culture, pour votre... ce qui est légitime. Bon, vous êtes polynésien, vous avez une vraie culture, comme Martinique, il y a une vraie culture. Ça n'a pas de sens. Et ça ne s'applique pas qu'à tel point, ça s'applique à tout, ce principe de l'égalité. Donc, l'accès à l'égalité tel que ça a été conçu par Césaire et ceux qui ont présenté Vergès, etc., ce n'était pas du tout l'ignorance des particularités. C'est d'ailleurs tout le débat autour de l'universel. L'universel, ce n'est pas le fait d'ignorer le particulier ou la singularité que l'universel se construit. C'est justement en intégrant le particulier comme un élément de la construction de l'homme qu'on dit qu'on est dans des choix universels. Et la France a loupé cette étape-là. C'est un loupage historique, complètement historique. Il est temps de réparer cela, et je suis totalement d'accord qu'il faut absolument aller dans ce sens. Quant à le gros débat, parce que la première question, quel est votre choix d'autonomie, quel type d'autonomie, quel est votre choix fiscal? Bon, c'est toujours le même débat. Oui, à la France, à la République, au Sénat et à l'Assemblée nationale et au gouvernement, je sais que nous apportons moins en contribution fiscale et par rapport à ce que nous avons comme dotation. Bon. Je rappelle quand même que la Polynésie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'équivalent de l'Europe en surface maritime. Bon, d'accord. Donc, si vous nous coupez ce droit à l'égalité, vous devez aussi vous infliger la même coupure en possession d'espace maritime. Quand je dis espace maritime, c'est tout ce qu'il y a derrière. Écologique, richesse halieutique, connectivité, infrastructure, logistique. Y compris dans le rapport que tu as fait, et il y a un gros paramètre sur la question de la présence militaire et de la puissance militaire de la France. Bon, ben, tout ça, ça compte. Donc, il ne faut pas qu'on vienne nous raconter que plus vous allez vers la reconnaissance des droits d'initiative locale, rappelons ça comme ça, moins vous avez... Non, on peut avoir un choix fiscal qui soit... C'est ce qu'on nous défend, on peut répondre précisément à la question. Je considère que tout ce qui est fiscalité économique doit être décidé localement. Bon. Maintenant, tout ce qui est fiscalité solidarité, pour mettre un package, ça doit être dans la communauté nationale, avec les solidarités nécessaires. C'est ça qu'il faut faire passer comme... Parce qu'on va vous dire, oui, mais écoutez, si vous prenez ça, vous levez... Saint-Martin a même eu des difficultés au début. La France aurait quand même pu avoir un moment transitoire pour la collecte des ressources fiscales. Et Saint-Martin était en difficulté à un moment donné parce qu'elle n'avait pas les moyens d'organiser. C'est normal, parce que c'était au niveau national, parce que Saint-Martin était une commune de la Guadeloupe. Bon, donc je suis véritablement sur ta ligne. Il faut faire disparaître cette gestion comptable de la citoyenneté et d'avoir une posture respectueuse des populations. La seule chose qu'il faut, c'est là où on a des compétences et qu'on doit guider le développement économique avec l'outil fiscal, il faut qu'on puisse peser dessus. Aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle l'octroi de mer qui nous permet de peser, mais c'est toujours pareil, c'est le même octroi de mer qui alimente les finances des collectivités territoriales, communales, 40% à peu près. Donc en gros, plus vous importez, plus vous avez des recettes fiscales liées à l'octroi de mer. C'est quand même une absurdité économique incroyable, quoi. Bon. Mais l'octroi de mer comme outil fiscal, à la fois de valorisation, de protection de nos productions, c'est quand même quelque chose d'important. Donc je suis là-dessus. Et donc il faut, de mon point de vue, puisque ce débat-là, il y a... Avec la puissance technique et juridique que vous avez, c'est à vous, le Sénat, d'étudier ça pour nous. On va le faire étudier, mais bon, on n'a pas les moyens que vous avez. On est à votre disposition pour vous donner les éléments. Concernant l'intervention de Tani, oui, je pense que... Je voudrais tout d'abord dire que j'ai beaucoup d'admiration et de sympathie pour Benissa. Je le dis parce que c'est ah oui. Je te le dis parce que je ne sais pas si tu es un opposant ou je ne connais pas très bien. Bon, non, c'est quelqu'un de remarquable et qui est
très présent pour son pays dans les différentes instances, et il est très clair. Bien entendu, il ne faut surtout pas dire autre chose que ça. Il défend exactement ce que tu défends, c'est-à-dire l'aboutissement de la régionalisation et départementalisation, le choix d'un processus de consultation électorale qui soit adapté aux réalités locales, et puis surtout l'aboutissement par rapport aux enjeux de configuration de l'égalité des droits. Et j'espère qu'on profitera par rapport à notre expérience de bien lui dire de ne pas lâcher du tout, même s'il bénéficie d'égalité des droits, sur le paramétrage culturel et identitaire de son pays qui est Mayotte. Moi, je vais donner ce conseil. Alors, donc on a... Je ne pense pas que vous ayez fait... Oui, ça peut s'expliquer comme un set de raccourci, mais je pense qu'un choix... J'ai vécu ce choix-là pour Mayotte avec Nicolas Sarkozy, qui, dans son processus, qui a présenté ça à l'Assemblée. Nous étions à l'Assemblée, donc j'ai dit c'est le choix de Mayotte. Je respecte ce choix-là, le choix de la population. Mais il faut absolument que la dynamique même du respect de la parole d'État sur l'égalité des droits se conjugue avec la différenciation. Benissa m'a beaucoup parlé d'un colloque qui aura le 8, le 9 décembre, je crois, chez toi, et il souhaite vraiment, c'est pour un droit des Outre-mer au XXIe siècle. C'est un débat qui devait... Il me demande de venir, et comme j'ai du mal à lui refuser quoi que ce soit, donc je ne vais pas m'engager tout de suite, mais je regarde l'agenda pour voir si je peux venir sur place répondre à quelques questions. Dominique Théophile. Salut Serge, est toujours, je vais dire, au fait de ces questions-là, puisque chaque fois on t'écoute sur la question de l'évolution institutionnelle, de la transformation des territoires, c'est toujours avec plaisir. Alors je voudrais, dans le prolongement de la question de Tani, en tout cas de la réflexion de Tani sur, je dirais ça comme ça, sur la maquette aussi budgétaire des Outre-mer, aujourd'hui, on l'a dit, c'est 10% de tout ce que nous, entre 2,8 milliards, 2,8 milliards et 22 millions, donc à peu près 10%. Et donc, on y passe pratiquement du temps à discuter sur deux lignes, 123, 138, conditions outre-mer, emploi outre-mer, alors que ça ne change dans le paradigme rien du tout, puisque les évolutions sont des évolutions 1%, 2%, sans que nous puissions connaître exactement, dans le cadre de cette différenciation des territoires, au préalable, quels sont les projets des territoires qui soient, je veux dire, à la limite, pas très clairs. Donc, dans l'élan de ces évolutions-là, à mon avis, on parle peu de la question du financement. Je ne parle pas du financement local, mais du financement que tu as bien précisé, acté ou le plus ce qu'envoie au niveau national, ce que nous recevons n'est pas négligeable. Est-ce que ce ne serait pas aussi le moment, dans cet élan, de revisiter la maquette budgétaire des Outre-mer, pour qu'il y ait déjà dans la maquette technique, qu'il n'y ait pas de ligne, qu'il y ait une maquette avec un budget des Outre-mer, avec l'ensemble des lignes, qui soit au préalable déjà fléché, okay, puisque qu'on n'ait pas d'arbitrage de tel ministre en fonction de sa faiblesse ou de sa force, on sait très bien comment ça se passe, déjà savoir, et que le budget, bien sûr, qui est un accessoire du budget global, puisque c'est une petite partie, comme tout ça, soit discuté au préalable avant le vote du budget global. Puisqu'aujourd'hui, on vote le budget des Outre-mer à la fin, on a peu de marge, donc qu'il soit voté. Et donc voilà une chose, on ne pourra pas changer convenablement nos territoires sans financement. Donc il ne faut pas élucider, écarter cela. Deuxième chose, sur la dichotomie 73-74. Au-delà, moi on a discuté avec Michel, j'ai beaucoup discuté puisque ça me passionne. Et il n'a pas voulu dire simplement article 74 du point de vue du contenu. On se trouve en 73, on est dans l'assimilation, on se trouve là, ça, on est dans cela.
il a voulu dire aussi, à mon avis, à travers ses écrits sur cela, c'est un frein, je veux dire, ça pourrait décomplexifier, je veux dire, dans la tête même de nos territoires, puisqu'on reste toujours avec tu es plus en avant si tu es 74, tu es plus en arrière si tu es 73, tu vas trop loin si tu es 74, tu vas pas assez loin. Bref, il nous faut trouver des moyens pour sortir de cette dichotomie définitivement. D'accord ? On ne parle pas de 74 ou 73, on est dans un champ et chacun va une boîte à tiroirs, chacun prend ce qu'il souhaite à son rythme dans un seul article, puisqu'il faut codifier cette partie-là pour éviter, puisque tant qu'on restera, on va dire vous êtes en 74, mais vous n'avez pas les fonds européens. Après on dit mais non, pourquoi vous dites ça? Puisque Saint-Martin est en 74 a des fonds européens, on s'y retrouve plus. Et chaque fois qu'on aborde les questions d'évolution institutionnelle sur ces articles-là, c'est un frein à la population parce que ce ne sont que ceux qui maîtrisent le droit constitutionnel qui en parlent. À mon avis, faut ne pas effrayer la population, on ne peut pas parler dans quel article comment rester. Donc trouver un moyen pour qu'on ne parle pas d'article, mais on parle de besoins, on parle de chemin, on parle de développement, et puis ça tombera là, ce sera dans tel article unique, numéro 1, volet 2, volet 3, bref, qu'on n'ait pas ça. Je pense que si on veut pas, pourquoi je dis ça, quelles que soient les réunions d'appel de Fort-de-France, unanimité des élus, on l'a vu en 2003 chez nous, unanimité des élus, il faut passer par la case de la population. Et à mon avis, autant où ça marche très bien, l'appel de Fort-de-France idéal, les travaux sont en cours, les réunions, si la population n'est pas, je veux dire, en phase et n'est pas sur le point même d'une revendication, on va encore le rater. Donc, il faut que ça devienne pratiquement une revendication de la population, avec des choses simples. Puisque quand on entend, je veux dire, les émissions, rien ne marche. OK ? Donc, le peuple réclame du changement. Et donc, après, quand on offre le changement par le haut, le peuple dit, vous voulez aller trop loin. Donc, il faut que ça soit une revendication. Donc, je crois qu'à partir de l'appel de Fort-de-France, construire l'argumentaire pour que ça soit, je veux dire, à la disposition de la population. Donc, voilà un petit peu une proposition de maquette, de revisiter la maquette budgétaire, mais une proposition aussi de populariser la fin de la dichotomie 73-74. Monsieur le Président. Ah oui. Oh, Catherine. Non, en fait, je n'ai pas grand-chose à rajouter, puisque c'est un débat qu'on a chez nous de manière récurrente, quasi quotidienne. Je suis impliquée dans la démarche, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter. On a une véritable révolution culturelle à créer dans nos propres têtes, parce qu'on ne nous a pas enseigné le champ des possibles. On est restreint. On ne croit pas qu'on puisse faire, on a des doutes sur nos capacités, il y a une espèce d'absence de confiance permanente de tous. Et quand on dit aux gens, mais on pourra, il y a des choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui et qui seront possibles, il y a une espèce de peur intrinsèque de cette... dû à cette espèce de tutelle, y compris intellectuelle, dans laquelle nous sommes depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. Donc, c'est l'occasion d'une véritable révolution culturelle, d'un oxygène qui doit être apporté dans le débat politique. Et ça, c'est un vrai challenge. Je prends le cas de l'éducation.
Je suis désolée, il faut qu'on soit plus impliqué dans les processus d'éducation. On ne peut pas continuer à vomir chaque année en fin d'année scolaire de la déscolarisation, de l'échec scolaire, 25% des gamins qui rentrent en 6e qui ont des problèmes de lecture. On ne peut pas continuer avec ce système et puis attendre simplement qu'à chaque fois un recteur vienne avec sa petite méthode, passe 2 ans, disparaisse, revienne, il y a un nouveau qui arrive, il faut tout reprendre à zéro, chacun arrive avec sa déontologie et le système continue de nourrir de l'exclusion. La culture, c'est fondamental. C'est ce qui rend la vie vivable. Donc si on n'attaque pas au fond, par exemple, cette politique publique et qu'on la prenne à notre compte, qu'il y ait une manière d'enseigner chez nous, il y a une manière de parler aux élèves, il y a des rythmes scolaires à réserver. On ne met pas des mathématiques à 14 heures. En Martinique, quand il fait plus de 30 degrés, il faut de l'école ouverte, il faut d'autres manières d'enseigner, il faut que le créole soit intégré dans notre pédagogie. Et ça, c'est quelque chose qui doit être domicilié chez nous. On ne peut pas être secoué à chaque fois par le bon vouloir d'un recteur qui arrive, qui impose ses règles, des règles il n'a pas le temps, ni la culture, ni de les comprendre, ni de les mettre au goût du jour. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on est en train de créer un terreau de difficultés quant aux apprentissages, quant à l'éducation, qui enseigne mais qui n'éduque pas du tout, qui continue de charrier son lot d'exclusion. Et ça, c'est une vraie préoccupation. En plus, dans un numérus scolaire qui n'arrête pas de baisser. Là aussi, on est passé sous la barre des 70 000 élèves scolarisés. Ça continue. C'est environ moins 700, moins 800 élèves chaque année dans l'académie, avec des exclusions par territoire. On est moins favorisé quand on est dans le nord, alors que entre le Lorrain et Fort-de-France, c'est 45 minutes de route. C'est rien. Et pourquoi là, comme ça, là, on a encore ces tranches d'exclusion qui font que, par exemple, le nord de la Martinique, c'est la partie la plus désolée, c'est la partie la plus compliquée, c'est quasiment tous les établissements scolaires qui sont en REP+, alors qu'on est à 45 minutes du centre et de la capitale. Donc il y a un problème, il y a un vrai problème. Et c'est pas un recteur qui va gérer ça. Je suis désolée, c'est pas un recteur. Président. Merci, Monsieur le Président. Et ce que mon ami Théophile a indiqué sur la dichotomie, mais aussi avant ça, il a parlé du financement. C'est un véritable enjeu, le financement. Parce que là, on a collé une très mauvaise image sur la gestion des collectivités territoriales, disant bon, qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont en situation déficitaire, en difficulté, etc. Je le dis en résumé, si les collectivités, notamment les communes, n'avaient pas servi de sas sur le plan social, la Martinique ne serait pas aujourd'hui déjà à 350 000 habitants, la Martinique serait peut-être à 250 000 habitants. Ouais. Donc ce n'est pas clientélisme politique et les retards structurels de ces pays par rapport au niveau national, c'est quand même clairement affiché depuis 60 ans, c'est moins 40% d'investissement public et des retards en matière de politique de logement, d'habitat insalubre. C'est véritablement une bidonvillisation qui a construit 30% de l'urbain des différentes communes, de Guyane à Saint-Denis, à Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre. Donc la pauvreté et la misère des années 40, 50, 60, problème d'eau, problème d'électricité, le retard était considérable parce que c'était une colonie qui brusquement a basculé. On lui a attribué les paramétrages de mesures économétriques ou sur le plan fiscalité qui sont de pays qui n'ont pas connu la même histoire. Donc on a un enjeu de financement. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas plus de mauvais gestionnaires en Martinique ou ailleurs qu'ici. Il y a une des difficultés structurelles que nous connaissons et qui a plombé l'évolution de notre pays. Deuxième chose, c'est que il y a un paramétrage justement et financier sur les dotations d'État qui commence l'État commence à prendre conscience et à renforcer ses moyens financiers, mais pendant très longtemps,
le soutien des collectivités était lié à l'adhésion politique des élus. Pendant très longtemps, pas moi, j'ai pas vécu ça, mais mes aînés ont parfaitement vécu ça. Je pense qu'il faut une révision assez complète sur le plan de la nomenclature budgétaire et financière. Je prends un exemple précis. Nous avons à la collectivité territoriale de Martinique une absence presque totale d'autonomie fiscale. Les recettes, c'est 1 milliard d'euros, à peu près. Les recettes, l'autonomie fiscale que nous avons, c'est toujours de 200 millions d'euros. C'est-à-dire, on n'a aucune autonomie. C'est-à-dire la décision d'orienter ou de faire évoluer la fiscalité, nous n'avons pas. Donc c'est extrêmement faible. La deuxième chose, c'est que 95% des recettes sont préaffectées. Donc quelle est la marge que vous avez? 90% à peu près sont préaffectés. Quelle est la marge que vous avez de réorienter alors que c'est une affectation comptable et obligatoire? Donc il y a un vrai travail à faire. Troisième exemple, pour ne pas être trop long, l'entretien des routes, des bordures de routes, fleurissement, aménagement, etc., c'est inscrit en fonctionnement. Nous, c'est 60 millions d'euros de dépenses liées à l'entretien des bordures de routes, traitement d'espaces verts, etc. Mais chez nous, c'est une richesse écologique, ça pousse 3 fois, 4 fois plus vite que sur les bords de route, et là où il y a l'hiver, il y a plusieurs types de climats. Ça pousse extrêmement vite. C'est-à-dire qu'on a un surcoût lié à l'entretien qui n'a rien à voir avec ici. Il suffirait de passer l'entretien des routes, fleurissement, entretien, et en investissement, qu'on économise en fonctionnement 60%. C'est ce qui pourrait nous permettre d'améliorer notre autofinancement et notre capacité de faire face à nos dépenses. Donc on a vraiment un travail colossal à faire. C'est pas seulement venir réparer à travers des outils, des tapes ou cadrer. La Chambre régionale des comptes devrait aussi, en plus du travail que la Chambre fait, qui est un bon travail de contrôle, devrait se pencher sur les problèmes structurels de ces collectivités pour établir un peu leur financement. Quand je parle d'autonomie fiscale, je suis très sérieux. C'est-à-dire, vous avez de l'argent, c'est déjà préaffecté, vous n'êtes qu'un exécuteur budgétaire des orientations du préfléchage. Et comme l'État a transformé tout le paramétrage fiscalité qui pouvait donner une autonomie fiscale, y compris la taxe d'habitation, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, c'est transformé en dotation. Donc, vous êtes soumis, à vous, au budget de l'État, aux orientations, aux maigreurs, aux grosses qualités du budget de l'État. Donc, nous avons vraiment besoin d'une réforme, et je pense que tu as raison de soulever ce problème, parce que c'est concomitant. En négociant avec l'État, il va falloir qu'on pose ce problème-là, y compris l'avenir de l'octroi de mer et des financements des collectivités territoriales. Sur la question du 73-74, on en a beaucoup parlé. Il faut qu'on sorte de cette dichotomie, et l'intervention tout à l'heure a bien montré par l'expérience de la Polynésie qu'il y a un vrai drame d'une présence citoyenne de nos différents pays au sein de la République avec ce chantage-là qui est fait sur le plan de l'égalité. Catherine, bon, qui connaît bien tous ces sujets-là, sur l'exemple qu'elle donne, c'est un très bon exemple, c'est l'éducation. Quelle est la compétence, un bon exercice sur compétence et pouvoir, hein. Quelle est la compétence que nous avons? Nous avons une compétence, c'est nous occuper des bâtiments, des toilettes, de l'entrée, la propreté, le câblage, réparer les feuilles de tôle qui pourrissent, etc. Voilà ce qu'on nous a donné comme compétence. Alors, vous dites, je n'ai pas de compétence sur l'angle pédagogique. Sauf les conventions que je peux signer avec le rectorat, ou la rectrice ou le recteur, qui arrive tous les 2-3 ans, sur tel dispositif. Je me rappelle, on fermait une école dans le nord de la Martinique, c'était Saint-Pierre, parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. Il y avait très peu d'élèves. On est passé de 600 élèves à 80 élèves. Donc, la rectrice de l'époque, c'est pas celle qui est là, elle a décidé, et puis elle m'informe. Alors, j'ai pris mon téléphone pour rouspéter. Donc, je n'ai pas fait seulement rouspéter, j'ai fait pratiquement un scandale. On ne peut pas fermer les écoles parce que Saint-Pierre va mourir. Bon. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Je dis, ben oui, vous inventez quelque chose pour le futur. Et je lui dis, on fera une école du numérique, du design et du numérique. Eh bien, elle a fini par accepter. Écoutez bien, c'est elle qui a accepté.
C'est pas le ministre, hein. C'est pas moi. Donc, je lui ai proposé ça. Elle était très gentille. Vous voyez, c'est... Dans une république, on ne compte sur la bonne ou mauvaise humeur des individus. Bon, elle est très sympa. Donc elle m'a dit, OK, on y va si vous voulez. OK, on a mis les moyens. Vous savez combien d'élèves? On est passé de 80 à 600. Il y a 600 élèves dans le lycée de Saint-Pierre qui s'occupent du design, du numérique, etc. Des jeunes qui viennent de la Martinique entière, mais qui viennent de Sainte-Lucie, qui viennent d'Haïti, etc. On fait une coopération. Voilà. Mais je n'ai aucune compétence sur le plan, ce qu'elle disait, pédagogique. Je ne peux pas, de droit, demander par un règlement que je prends, en concertation avec l'État, parce que je maintiens que c'est un pouvoir régalien de l'État. Je ne vais pas remettre en cause ce pouvoir régalien de l'État. Simplement, tout ce qui concerne la pédagogie active, d'éveillement, de prise de conscience, de connaissance de son milieu, on pourrait, faire des propositions pédagogiques, et deuxièmement, construire les outils pédagogiques. Non. Bon, voilà, on est comme ça. Donc, je n'ai pas le pouvoir réglementaire ou législatif de dire que je modifie tel type de paramétrage. Je propose de modifier, on discute avec l'État et je fais voter avec avis de l'État. On inverse l'inversion. Bon. Et deuxièmement, sur la biodiversité, on pourrait parfaitement faire des outils incroyables pour permettre aux Martiniquais que je suis de me réconcilier avec la Toumo et les autres plantes médicinales que ma grand-mère connaissait très bien. On préfère attendre qu'une firme pharmaceutique internationale vienne prendre une richesse biologique à Balata ou au Mont-le-Rouge ou dans les forêts de la Guyane ou de la Guadeloupe, et puis en faire un médicament, me le renvoyer par fausse forme de cachet, quoi. Bon, c'est tranquille, quoi. Bon, mais vraiment, quand je vois ce genre de processus, je me dis, c'est incroyable quand l'État puisse ne pas... Mais à la limite, je ne veux pas à l'État, c'est à nous. Il faut gueuler, quoi. Il faut être beaucoup plus courageux et de dire on refuse ça. C'est pour ça que j'ai employé le terme négociation. Nous sommes en négociation. On n'est pas en discussion. Hein. Bon. Donc ça, c'est insupportable. La musique est là. Oui. J'ai conventionné, on discute, on peut... C'est pas un processus qui est indiqué comme un acte obligatoire de passage inscrit. C'est en fonction du directeur, de la directrice, du proviseur, etc. Le créole... Bon, il y a un débat national où les langues régionales ne sont pas encore des langues inclusives d'éducation et ne sont pas considérées comme une langue au côté du français. Nous avons une langue qui est le français. Je le dis publiquement pour que personne ne me prête d'intention. Mais on a une deuxième langue à côté, c'est une deuxième langue, c'est pas trois. C'est construit. En quoi c'est mal de faire aussi des cours en créole pour les enfants qui sont en situation de d'échec scolaire, etc. Donc ça, c'est une... Je voulais quand même prendre 2 ou 3 exemples que vous avez cités d'ailleurs dans plusieurs rapports. C'est les normes. Alors là, franchement, vous pouvez faire un rapport dessus. Hein. Franchement, tout est normé. Ok, d'accord, vous l'avez fait. J'aurais bien aimé l'avoir. Mais on est à 8000 km. Vous imaginez, en matière de base, matériaux, etc., construction, technologie, technique, les normes peuvent être nécessairement différentes. Si je veux construire bioclimatique, je ne construis pas bioclimatique comme je construis dans les Ardennes bioclimatiques. Les Ardennes ont un truc bioclimatique, mais moi, j'ai un truc bioclimatique différent. Donc, la réglementation est définie par la Oudino, plus le ministère du Logement. Règlement. Un règlement. En quoi un règlement déstabilise la République ? C'est quand même incroyable, ça. Alors, quel pouvoir on a ? On n'a pas de pouvoir comme pour l'éducation. On n'a pas de pouvoir, on a une compétence. Alors, on me dit, on a une compétence logement. OK, oui, j'ai bien compris que j'ai une compétence logement. Donc, on me demande simplement d'exécuter. Alors, j'exécute, parce qu'on fait du PLAI, du LLS, du LLTS, etc., des formats de financement, d'opérations. Le nom correspond à un format de financement. Ça ne correspond pas à une culture, hein. C'est-à-dire, le LLTS est plus financé en subvention que le PLAI ou le PLI, etc. Enfin, ce sont des classiques. Bon, mais... Donc, nous avons la compétence d'organiser la construction. On n'a pas la compétence, le pouvoir d'agir sur la réglementation de la politique du logement. Si vous devez changer le paramétrage du PMax, du prix maximum de la construction ou du loyer maximum du logement, il faut remonter à Paris. Mais on fait une démonstration. Mais quelqu'un qui entend ça en Martinique ou ailleurs me dit, mais il ne savait pas ça. Quand j'explique ça, vous avez 100 personnes dans le monde, mais je ne savais pas ça du tout. Il faut que le Guadeloupéen ou le Martiniquais remonte à Paris pour changer un paramètre thermique.
En quoi ça insulte le Sénat et l'Assemblée nationale, le gouvernement, que le paramétrage technique se fasse localement? J'ai un exemple précis, j'ai obtenu par habilitation. Vous savez, on ne fait que 1100 km². Donc il y a des mecs là qui plantaient leurs bananes et leurs cannes et qui ont transmué leur niveau d'investissement dans l'énergie. Donc ils mettaient, c'était en 2010 quand on est arrivé à la région, ils mettaient des panneaux photovoltaïques sur toutes les terres agricoles, c'est à l'aise, au lieu de planter, on fait le soleil, donner de l'argent. Et comme le type est né avec des terrains qu'on lui a donnés, et les autres sont nés avec des cases, eh bien, il loue ces terrains. Panneaux photovoltaïques, on est tout le monde. Panneaux photovoltaïques pour tout le monde, en français. Bon, on a dû interdire, par une habilitation que j'ai obtenue en 3 années, interdire la réalisation des panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles qui ne pouvaient plus produire ni canne ni banane, et encore moins ce que je souhaite, c'est-à-dire la diversification agricole. Nous sommes dans le ridicule, et vraiment dans quelque chose de médiocre, faute de courage et de clarté vis-à-vis des pays d'outre-mer, sur ce qu'on appelle la législation capable et la réglementation capable de structurer un développement est beaucoup plus responsable. Voilà cet exemple-là sur on a une compétence mais pas de pouvoir. On pourrait prendre, et pour terminer, la question de la santé. La question de la santé, c'est un pouvoir régalien d'État. Moi, je n'ai pas besoin de contester ça, mais qui peut être partagé. Parce que les déserts médicaux du Nord, en Martinique, mais certainement chez toi, il y en a, les jeunes qui partent faire des études qu'on paye et qui ne reviennent pas, les médecins, comment on conventionne avec ces gens-là? La recherche en maladies tropicales, notamment certaines maladies liées environnementales, qui sont importantes à mettre en œuvre, etc., etc. Vous avez tout un pan de la recherche, notamment liée aux moustiques, à la lutte antivectorielle, qui pourrait être domiciliée et responsabilisée, et qui pourrait permettre de faire éclore une ingénierie de la recherche et du développement capable d'attirer du monde. C'est très important, parce qu'on est dans un bassin de 40 millions de personnes pour la Caraïbe, et si on prend l'Amérique du Sud, on prend l'exemple que du Brésil, c'est 280 millions d'habitants, à 2 heures de vol. À 2 heures de vol. Vous imaginez bien que les enjeux qui sont liés à la modélisation ou des modèles, ou encore des critères de normes, peuvent être conçus localement, et c'est valable pour la Réunion, pour l'Afrique du Sud, Madagascar, on pourrait conjuguer. On m'a dit que la Réunion commence à exporter ses déchets vers des pays tiers. Et d'ailleurs, il y a une réglementation qui risque de sortir, de remettre ça en cause. Mais ça, c'est pareil pour nous. Tout ce qu'on peut exporter, aller dans la zone et construire des unités, des filières de développement, de récupération en termes d'économie circulaire des déchets, semble essentiel. Dernière chose, c'est la coopération. Alors là, c'est un monde. On n'a aucune espèce de pouvoir en matière de coopération. La loi que j'ai présentée, qui a été votée à l'unanimité, sera appliquée par la Martinique. Mais c'est une loi, à mon avis, qui ouvre une porte. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait même... Bien, ça veut dire qu'il faut discuter avec les voisins. Mais on ne peut pas discuter avec les voisins. C'est l'ambassadeur, le ministère des Affaires étrangères, etc. Et on n'est que des additifs à une discussion donnée. Non, je pense qu'on peut co-construire des politiques de sécurité, de pêche, etc. Voilà, Monsieur le Président, les réponses que je vais apporter. Je sais qu'il faut qu'on y aille. Bon, avant. Eh bien, ça tombe plutôt bien, Monsieur le Président, puisque le timing est totalement respecté. Merci en tout cas de la grande qualité de vos propos et puis de cette vision très claire sur l'association des populations. Et pour faire écho à ce que disait Dominique Théophile, moi j'ai toujours la faiblesse de penser que le politique est là pour donner une trajectoire et emmener nos populations vers et donner du sens à l'action publique. Nos administrations sont là également pour trouver les outils derrière, et je crois que c'est bien comme ça qu'il faut également concevoir une évolution institutionnelle, donner un sens à l'action publique, une direction à nos territoires respectifs. La construction juridique derrière, effectivement, peut ne pas intéresser les élus d'ailleurs, qui parfois ne sont pas des techniciens, mais en tout cas, quand on a du sens, comme le sens est porté de la manière dont Serge Letchimy le fait, je n'ai aucun doute sur le fait que les mouvements se font, et la bascule culturelle qu'évoquait Catherine Conconne mettra du temps à se mettre en place, mais en tout cas, c'est le mouvement créé qui suscite de l'intérêt et de l'espoir. En tout cas, merci beaucoup pour cette grande qualité, et merci à mes collègues. Je lève cette audition. Merci, Président. Merci beaucoup.
outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.